Ouais. Ça fait très plaisir d'être à Nîmes déjà pour présenter Juan Branco et son livre Crépuscule, qui fait tant parler depuis le 21, date de sa sortie, 21 février. Non, 21 mars, excusez-moi. Et ça fait encore plus plaisir de voir une foule aussi importante à Nîmes, quoi, pour un sujet pareil. Voilà, donc je ne vais pas présenter le livre, de toute façon Juan va en parler, puis je crois que vous avez lu la presse et que finalement il y a une... C'est sans doute un des livres sur lesquels les gens sont le plus informés avant même sa sortie, alors qu'il n'y a eu aucun article de presse. Et donc ça crée une espèce de climat où on se sent en famille, quoi, finalement, alors qu'on ne se connaît pas et qu'on est très très nombreux, et rassemblés par quelque chose. Ça c'est très fort, c'était déjà comme ça hier soir à Montpellier. Et c'était comme ça, en fait, dans tous les endroits où Juan s'est présenté pour l'instant. Et quelque part, déjà, c'est une récompense, parce que je crois que publier des livres, c'est vraiment créer du lien et lancer des ponts entre les gens. Et donc, c'est déjà une immense réussite d'arriver à ça. Alors, je suis donc fière et émue de montrer Nîmes son meilleur visage à Juan. Et voilà, il vient de s'entretenir pendant 2 heures avec les Gilets jaunes de Nîmes et c'était tout à fait passionnant, une vraie discussion politique. Là, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et Juan, écoute, je ne vais pas te présenter beaucoup parce que je pense que tu seras au cours de cet entretien. Est-ce que tu pourrais d'abord faire la genèse de ce qui t'a amené toi, un jeune homme de 29 ans, comment dire, bien servi par l'existence et brillant, à tout d'un coup cheminer vers ce texte qui est un brûlot qui te sépare donc quelque part de gens que tu as côtoyés des années et qui t'ont formé. Le tien marche pas. Non, mais j'ai l'impression qu'on nous entend comme dans un hall d'aéroport avec ce micro, c'est assez bizarre, les années 70. C'est un peu le cas là aussi, mais voilà. Bah, déjà, bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis vraiment heureux que vous soyez si nombreux parce que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne s'essouffle pas, pour reprendre les mots d'une certaine caste. Parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est le livre, bien sûr, mais au-delà, quelque chose de partagé qui a rapport à un mouvement qui est en cours, qui s'appelle les Gilets jaunes, que vous soyez directement actifs, sympathisants ou même curieux. J'espère qu'il y a dans la salle quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas osé s'engager ou qui avaient des hésitations et qui, en sortant, rejoindront ceux qui le font depuis longtemps. Et donc ça, déjà, c'est super important et je pense que c'est le grand privilège que j'ai avec ce texte, c'est de pouvoir à chaque fois me retrouver entouré de beaucoup de personnes et faire que ces personnes se rendent compte qu'on est quand même très nombreux encore, contrairement à l'impression qu'on peut avoir parfois, et que du coup, notre capacité à transformer ce monde et ce système en particulier reste très fort. Parce que vous imaginez bien que si on se décidait, les 300, 400 personnes qui sont ici, d'une action à mener dans la foulée de cette conférence ou dans les semaines qui viennent, c'est déjà une puissance extraordinaire que l'on se donne. Et si on est capable de se réunir ici, on est évidemment capable de le refaire à d'autres moments. Donc ça, c'est le plus important. Et ce qui est important pour moi de vous dire aujourd'hui, c'est que ça se passe ici, mais ça s'est passé dans toutes les villes où je suis allé ces derniers jours. À Grenoble, on était quasiment 1000, à Montpellier, dans le Finistère. C'est-à-dire qu'il y a encore en France aujourd'hui des masses actives très importantes et qui sont déterminées à changer l'existant et qui cherchent juste les façons de faire. Et je veux vraiment qu'on en profite et j'espère vraiment qu'il y aura quelque chose qui va se passer ici qui fera que vous ne partirez pas tout de suite, mais vous essayerez d'identifier ici, autour de vous, les personnes avec qui vous auriez peut-être envie d'engager une discussion, quelque chose qui vous amènera ensuite à trouver les meilleures façons de mobilisation pour les semaines à venir, parce qu'à mon avis, on a un point de bascule historique, et c'est là où, encore une fois, si ce livre arrive à réunir autant de personnes autour de cet objet, c'est qu'il dit en fait quelque chose de très important sur le niveau de décadence et de déréliction dans laquelle on a sombré. Et ça répond en fait à la question que Marion, mon éditrice courageuse, qui a permis à ce livre de ne pas être qu'un amas d'informations sur le web que vous aviez peut-être déjà partagé, lu avant qu'il sorte, mais aussi un objet que l'on va pouvoir partager physiquement, que l'on va pouvoir sentir. Et c'est la première fois, j'avais écrit 4 livres avant, c'est la première fois qu'en recevant le texte, j'ai vraiment ressenti une énorme émotion.
C'est vraiment de l'avoir entre les mains et de dire, mais on a réussi, quoi, malgré les refus de tous les grands éditeurs parisiens, malgré, alors que c'était engagé derrière ce livre des gens comme Denis Robert, comme des personnes qui avaient une capacité non seulement éthique à faire des choses, mais même commercialement parlant, qui avaient vendu des centaines de milliers de livres, donc ce qui faisait qu'il n'y avait aucune raison de ne pas éditer ce livre. Vraiment aucune raison, il avait été partagé des centaines de milliers de fois, on sentait bien qu'il disait quelque chose d'important sur ce... Et pourtant, tous les éditeurs disaient non, mais c'est compliqué, non, mais on n'est pas sûr, non, mais peut-être que commercialement, non, mais le fait que ce soit... Enfin, au point où Denis Robert revenait vers moi, parce qu'il croyait un peu plus dans le système que moi, abattu, halluciné, parfois riant, en disant non, mais en fait, ce que tu écris est vrai. Et il le découvrait au fur et à mesure, il y croyait déjà évidemment parce qu'il avait décidé de soutenir le livre, mais il y croyait d'autant plus qu'il se prenait des murs qu'il n'aurait jamais cru se prendre auprès d'amis, de personnes qu'il avait éditées, qui avaient gagné beaucoup d'argent grâce à lui, grâce à ses livres, et qui tout d'un coup montraient une forme de lâcheté extraordinaire à l'idée de se confronter aux intérêts puissants qui sont en fait déconstruits, voire détruits symboliquement dans cet ouvrage. Et donc pourquoi cet engagement? Tout simplement parce que c'était plus supportable. Et je pense que les Gilets jaunes ont eu le même effet pour moi qu'ils ont eu pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire la sortie de l'étouffoir, quoi. Cette idée de se dire, mais enfin, une raison de s'engager, enfin quelque chose que j'attendais depuis des mois, des années, qui me redonne une envie de faire, un rôle, une fonction dans la société. Et ce que je décris un peu en préface, mais que je décris par ailleurs dans un certain nombre d'entretiens, c'est à quel point le système de classe et de caste qui s'était imposé dans le petit Paris avait fait que mon rôle en son sein n'avait plus aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire de moi une sorte de mini-Macron. Je ne sais pas si je serais allé aussi loin que lui, hein, je n'essaie pas de me mettre en équivalence, mais très vite j'ai senti à quel point ce rôle était vide et creux, et à quel point poursuivre ce parcours qui apparemment semble honorable, devenir conseiller ministériel, ou à l'Élysée, puis ministre, puis éventuellement président de la République, il m'aurait fallu renoncer à tout ce pourquoi j'avais envie de faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment avoir une capacité à changer les choses et à me battre pour des personnes. Et moi, si je l'ai ressenti, je suis convaincu que quelqu'un comme Emmanuel Macron, même si peut-être il n'a pas eu cette intelligence, mais je pense que si, l'a ressenti aussi. Et que du coup, s'il a fait ce choix de ce chemin, il l'a fait en conscience. Il l'a fait sachant que pour accéder à ces positions sociales, il lui faudrait renoncer à une forme d'intégrité, il lui faudrait renoncer à un rapport au bien commun, et il lui faudrait s'asservir à un certain nombre d'intérêts que j'écris dans Crépuscule. Et moi, je n'ai pas supporté cette idée-là, mais même de façon très égoïste, parce que ça me réduisait à, non pas à devenir un pantin, mais quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire à une inexistence, et à faire que tous les efforts que j'avais faits tout au long de ma vie pour me construire comme être, avec ses valeurs, ses centres d'intérêt, son rapport à la culture, etc., serait réduit à rien parce que j'aurais dû, en me prostituant, et c'est le sens de l'exergue du livre, parce que je parle de la République qui sombre en des mains prostituées, c'est un mot très fort, mais auquel je crois fondamentalement, il m'aurait fallu me prostituer, littéralement ou non, pour accéder à ces positions de pouvoir. Et bien à un moment, il y a quelque chose qui s'appelle la dignité humaine, de celle des personnes auxquelles vous êtes confrontés et sur lesquelles vous prenez des décisions quand vous êtes là-haut, entre guillemets, parce que vos décisions affectent des millions de personnes. Et il y a votre propre dignité aussi qui rentre en compte, qui est de dire non, je n'accepterai pas en fait cette dégradation telle, et à un moment je me retire, et si ça passe par un effondrement et une mort sociale, ce qui est arrivé, hein, parce que jusqu'au moment des Gilets jaunes, j'étais rentré dans une phase d'atrophie extraordinaire dans laquelle j'arrivais plus à exister en tant qu'être social, parce que toutes les portes s'étaient refermées les unes après les autres, parce qu'ils ne supportaient pas que quelqu'un refuse de rentrer dans ses rapports d'intérêt. Donc il y a quelque chose de très égoïste à l'idée d'avoir rompu les digues, et une fois que j'ai vu que contre Macron était refusé parce qu'il était écrit de façon trop, je sais pas quoi, enfin encore des excuses exactement comme Crépuscule, j'ai fini par me dire, ben, je vais le mettre en PDF. Tant pis, il y a quelque chose qui doit se passer dans ce pays, et si ça signifie que ce texte mourra parce que 3,5 personnes l'auront lu, eh bien 3 personnes l'auront lu, et puis tant pis, quoi. Moi, je ne pouvais plus supporter de vivre avec ce poids. Et je me pose la question de savoir comment les personnes qui sont membres de ces élites réussissent à vivre avec ce poids, cette nausée, qui fait qu'il y a une anecdote que je n'ai jamais racontée, mais par exemple, j'ai rencontré Arnaud Montebourg pour l'écriture de ce livre, la partie entre le PDF et la version publiée, et j'ai décidé à un moment d'aller chercher des personnes à qui je n'avais pas parlé, mais qui avaient été en interaction avec Macron, pour essayer de compléter le panorama. C'est pour ça que le texte est un peu différent, on a rajouté des sources, etc. Et je rencontre Arnaud Montebourg à un moment dans ce cadre-là, qui accepte de me rencontrer,
parce qu'il m'avait suivi sur Twitter, enfin voilà, je me dis bon bah pourquoi pas, il dit ok. Comme j'ai rencontré Jérôme Cahuzac d'ailleurs au premier étage du Flore, qui m'a raconté qu'il avait écrit le programme économique de Macron, de Hollande avec Macron, pardon, ce qui était quand même un aveu extraordinaire. Et Montebourg me reçoit dans ses bureaux avenue de l'Opéra, un grand, immense bureau qui me surprennent par le confort, la taille, le nombre de personnes qui travaillent pour lui. Je me disais, bon, bah, vendre du miel, apparemment, ça rapporte dans ce pays. Et il commence à me raconter, il ne me dit pas grand-chose, mais à un moment, il me dit, mais écoutez, si vous voulez, allions-nous pour faire tomber Patrick Drahi. Patrick Drahi, c'est un des milliardaires que je décris dans mon ouvrage, et qui justement, en fait, a contribué à l'ascension de Macron en rachetant toute une série de médias, Libération, L'Express, BFM et compagnie, pour qu'après nommer à leur tête un certain nombre de personnes qui lui seraient affidées, Bernard Mourad, Laurent Geoffrin, etc., pour d'abord tenter de faire la campagne de Hollande, puis après celle de Macron. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Parce que c'était la condition pour Drahi d'avoir accès à un pactole qui s'appelait SFR. C'est-à-dire que pour que l'État l'autorise à racheter SFR, il fallait qu'il donne des gages aux hommes politiques qui sont censés défendre nos intérêts et qui ont du coup accès à cette régulation, et qui en fait mettaient comme condition pour que ce soit lui et non pas Bouygues qui rachète SFR, qu'il s'engage derrière à racheter des médias pour évidemment derrière faire quoi? Les soutenir. C'est la seule raison pour laquelle on rachète des médias quand on est milliardaire et qu'on n'a pas la passion de la presse. Vous imaginez bien que ces personnes-là n'en ont rien à carrer de la presse. Et donc ce Patrick Drahi, qui a été un des vecteurs fondamentaux de l'association de Macron, que je décris dans mon ouvrage, est devenu, dans ces jeux oligarchiques, un ennemi pour un certain nombre d'hommes politiques. De la même façon que vous faites des alliés une fois que vous rentrez dans ce petit jeu, vous faites des ennemis. Et Montebourg me propose de l'abattre. Il me propose une somme financière conséquente, 100 000 euros, de la part d'un riche mécène, qui est à mon avis le même qui finance ses activités, qui prétend être économique, etc., pour détruire Patrick Drahi de toute façon, par tous les moyens. Et il me dit ça, après m'avoir demandé, mais vous êtes au RSA, c'est ça? Comment ça se fait, etc. Donc, vous vous rendez compte la violence et le cynisme de ces personnes-là. Et en fait, je pense que Montebourg, c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement mauvais. D'ailleurs, j'étais assez proche de ses idées, j'étais assez content de le rencontrer, etc. Mais c'est quelqu'un qui, dès le moment qu'il accepte les règles du jeu, sait qu'il va devoir rentrer dans ces systèmes de compromission dans lesquels il va rentrer dans des luttes alliances contre luttes alliances, et donc il doit s'appuyer sur des riches mécènes, enfin il doit s'appuyer, c'est très confortable par ailleurs, enfin, on ne va pas non plus commencer à les plaindre, et du coup il se retrouve avec quelqu'un dont qui ne va pas, parce que c'est de la corruption pure ce qu'il me propose, enfin, il n'a même pas le début d'hésitation d'essayer de me corrompre, pour essayer de me faire entrer dans un jeu qui ferait que derrière, on va permettre, parce qu'il est convaincu qu'à terme, faire tomber Patrick Drahi, ce serait bon pour le pays, parce que ça lui permettrait notamment d'arriver à la présidence de la République, etc. Il pourrait peut-être éventuellement avoir raison sur le fond, voilà, si on croit au système. Mais à un moment, on se dit, si c'est la condition pour arriver au pouvoir aujourd'hui dans ce pays, il y a un problème quand même. Si pour arriver au pouvoir dans ce pays, il faut payer des gens avec des sommes hallucinantes, parce que imaginez qu'on vienne demain vous dire, voilà, on commence à 100 000 euros. Enfin, théoriquement, c'est quand même très compliqué de résister à cet appel. Vous venez avec votre petit RSA, les difficultés financières. C'est quand même un truc délirant, quoi. Il sait très bien quel est le rapport de force, au point où après, derrière, il m'aurait écrit un message, parce que l'Express de Patrick Drahi, justement, me fait droit à un portrait extraordinaire, en fait, où il me crache au visage sur 3 pages pour essayer de me détruire, en anticipation du livre Crépuscule, donc quelques jours après ma rencontre avec Montebourg. Et Montebourg m'écrit un texto derrière en me disant « Bonjour Juan, est-ce que ce qui est écrit dans le portrait de l'Express est vrai ?» Et là je lui dis « Malheureusement non ». Et là elle me répond « Qu'importe, votre réputation est faite, avez-vous avancé sur notre projet ?» Ah oui, d'accord. Je réponds pas, une demi-heure plus tard, il me rajoute 2 points d'interrogation. Donc vous voyez, ce que je décris, je ne sais pas quelle était votre idée de Montebourg jusqu'ici. Moi, ma perception de cet être-là était favorable. C'était quelqu'un qui était, quelque part, le plus proche de mes idées politiques, avec éventuellement Mélenchon. Et j'ai vu, mais vraiment, en vis-à-vis, factuellement, cette personne, sans s'en rendre compte probablement, ou pensant bien faire, rentrer dans quelque chose qui était extrêmement délétère, et qui évidemment, parce que si vous asservissez un mécène qui vous finance votre vie courante, qui vous permet de corrompre des petits jeunes pour essayer d'abattre telle ou telle personne, évidemment derrière, vous devez quelque chose à cette personne-là. Et évidemment derrière, vous reproduisez
ce contre quoi vous êtes supposé vous battre, peut-être en appliquant des orientations politiques différentes, mais vous insérant exactement dans le même système de valeurs. Donc cette anecdote, j'ai jamais rencontré jusqu'ici, j'ai beaucoup hésité à le faire. Et pourquoi est-ce que je l'ai jamais raconté? Parce qu'il se trouve que l'enregistrement que j'avais de cette conversation a été volé avec mon ordinateur il y a 2 semaines, au moment où justement je sortais d'une conférence avec Ludowski, Jérôme Rodriguez, etc. Et là, j'ai eu quelque chose de très fort, qui était la nausée. La nausée de me dire, je sais cette chose, qui est quand même très importante pour le bien commun, en fait, enfin, ces pratiques qui ont lieu, etc. J'en ai eu la preuve, et je peux plus le dire. Je peux plus le dire parce que je risque de me retrouver avec un procès en diffamation, mais je sais que c'est vrai, je sais, enfin, je l'ai vécu, etc. Et en fait, en France, dans le petit Paris que j'écris, ils vivent tous avec des secrets comme ça qu'ils ne racontent pas, parce que ça ne se fait pas. Parce que soit ils n'ont pas la preuve directe, c'est des discussions comme celle que je vous décris aujourd'hui, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils savent qu'ils risquent de se faire évincer en retour, parce que les autres ont des secrets sur eux-mêmes, etc. Et du coup, ça crée en fait un espace informationnel, parce que les personnes dont je vous parle à l'instant, c'est des journalistes. C'est des personnes qui, de Mediapart au Monde, en passant par Figaro et compagnie, révèlent parfois des informations, mais pour avoir accès à ces informations, en testent d'autres. Et moi, théoriquement, pour pouvoir vous raconter ce que Montebourg m'a dit sur Macron, etc., j'aurais dû taire ce qui, par ailleurs, il m'avait proposé, etc., parce que sinon, demain ou après-demain, si j'étais journaliste, j'aurais plus jamais accès à Montebourg. Et pour faire mon travail, pour avoir accès, je serais complètement inhibé. Et donc, le système informationnel parisien, de ce journalisme-là, fait que, en permanence, la vérité est tronquée. Et en fait, c'est juste pour être en rupture face à cet écrasement de l'information qui du coup fait qu'on est dans un apparat de démocratie, mais dans les faits on vote sans avoir accès. C'est des informations cardinales. Ce que je suis en train de vous dire à l'instant, c'est essentiel. Ça pourrait provoquer, si j'avais eu la possibilité de le faire institutionnellement parlant, un séisme extraordinaire, parce que du coup, il y a des journalistes qui théoriquement seraient partis enquêter pour savoir mais qui est donc ce mécène mystérieux de Montebourg et comment ça se fait, et depuis quand ces pratiques ont lieu là, et si Montebourg se permet ce genre de choses-là, c'est que probablement d'autres personnes autour de lui dans cette arène politique font exactement pareil, etc. Et ben c'est pas dit. C'est pas dit pour toute une série de raisons de censure sociale, qu'à un moment, moi, parce que j'étais tellement en rupture avec ce milieu-là, et je pense qu'il y a eu plusieurs raisons, il y a eu des questions personnelles, il y a eu mon engagement avec Wikileaks, qui a fait qu'on s'est retrouvé à 15 pour essayer de changer le monde contre des appareils de pouvoir aussi violents que la CIA, qui n'hésitent pas à détruire votre vie s'il le faut, pour vous empêcher de le faire, tout en prétendant ne pas exister, etc. Et donc tout ça a fait qu'à un moment, je me suis dit, mais j'ai plus besoin, et surtout j'ai plus envie de m'inscrire dans cet appareil-là. Et j'ai plus envie de faire les concessions qu'on me demande pour m'inscrire dans cet espace social-là. Et donc j'ai été en mesure, tout simplement, sans le faire de façon laide, j'espère, j'ai l'impression, de tout balancer. C'est-à-dire sans en faire un procès à charge des individus, expliquer systémiquement pourquoi, en fait, il y a cet effondrement en cours et pourquoi il faut, probablement, en tant que citoyen, l'accélérer. Tu viens de dire les mots, en fait. Quand on lit ton livre, on est d'abord frappé par ça. C'est-à-dire que tu balances tout. D'ailleurs, tu écris ce livre est le fruit d'une trahison. Et tu balances tout, libéré de toute contrainte idéologique. Donc, effectivement, on imagine que quelqu'un comme toi, qui est une bénédiction pour les lecteurs que nous sommes, fait extrêmement peur au pouvoir parce que, pour le coup, tu es incontrôlable et tu as vu beaucoup de choses. Alors dans ce livre, au début du livre, on a, moi je considère cette partie du livre comme totalement stupéfiante, hallucinante de vérité. On a la description d'un personnage qui est on va dire un sous-fifre, hein, parce qu'il n'est pas très très connu non plus, mais enfin il est quand même ministre, c'est M. Attal, qui est un jeune homme qui a été présenté comme le plus jeune ministre, enfin qui est le plus jeune ministre de notre République. Et là, on rentre on suit Attal parce que on a la chance, nous, de t'avoir eu comme espion, c'est-à-dire que tu as fait tes études dans la même école et vous avez suivi ce cursus. Et alors là, on assiste, en vrai, comme dans un film américain, avec des effets de décor et de gros plans, à la fabrication des élites à travers un individu. Et alors c'est vraiment, bon, la stupéfaction, c'est que c'est vraiment comme ça, les cartes sont toutes jouées d'avance, et ces écoles finalement qui ont été mises en place dans les années 70, ce système, est celui qui fabrique les gens qui nous dirigeront, quelles que soient les élections, quoi, finalement. Moi j'ai une anecdote sur Gabriel Attal, qui est le plus jeune ministre de la Ve République. J'ai retrouvé par hasard, après la parution du livre, enfin juste au moment de la parution du livre, le book de fin de terminale que les étudiants, enfin les lycéens avaient fait, où chacun avait droit à une page. Et donc tout le monde avait mis des photos de ses copains, des dessins, un peu en souvenir des années de scolarité passées.
Et à un moment, vous tombez sur une page avec une photo plein cadre, unique, c'est la seule des 250 pages qui est comme ça, avec un portrait de Pompidou en président de la République, avec où la tête de Pompidou a été remplacée par celle de Gabriel Attal. Et donc c'est Gabriel Attal qui, à 17 ans, avait décidé de mettre sur le book où tout le monde essayait de rendre hommage à ses copains, je sais pas quoi, à Anna, sa photo de lui grimée en président de la République, avec juste son numéro de téléphone et son email. Et donc, moi, quand j'ai appris que Gabriel Attal voulait faire de la politique, quand j'avais à peu près 16-17 ans, je me suis dit, et j'ai compris tout de suite, hein, enfin, on est programmé pour devenir ministre quand on est et qu'on se construit dans ces sphères-là. Si on a cette névrose et ce désir, on y arrive sans grande difficulté. Et moi, je sentais bien que si je le voulais, en insistant, en faisant ce qu'il fallait, ça m'arriverait assez naturellement. Et là, je le vois, et je me dis, mais non, mais je peux pas me coltiner des titres comme ça pendant 40 ans, quoi. Enfin, je renonce, quoi. Je lâche l'affaire, quoi. C'est pas possible. Parce que c'est des gens qui ont un rapport au pouvoir tellement névrotique, quoi. Un truc, ils sont prêts à tout pour détruire l'autre et pour arriver. Et donc voilà. Donc oui, en fait, on est dans un truc, et effectivement, ils sont toujours là. Et ça va de Manon Aubry, qui était ma camarade de promotion à Sciences Po, donc depuis l'âge de 18 ans, qui à l'époque avait essayé de prendre l'UNEF, à Gabriel Attal, qui est passé par la droite, la gauche, Macron, Nana, en passant par... Enfin, tous ces jeunes-là, comme par hasard, enfin, je les connais personnellement, à Marie Toussaint, qui est la numéro 3 d'Europe Écologie Les Verts, qui est celle qui organise l'affaire du siècle. Si vous avez l'impression de participer à un truc citoyen très honnête, vous vous trompez complètement. C'est une opération de propagande qui est montée par Europe Écologie Les Verts pour essayer d'orienter, enfin pour récupérer en fait des listings de millions de personnes à derrière pouvoir arroser pour les orienter politiquement vers leur plateforme. Bah pareil, Marie Toussaint à 18 ans. Et donc vous vous rendez compte à quel point ce monde est pauvre, enfin, c'est-à-dire on se connaît tous, quoi, et on se connaît tous quasiment depuis les couches, quoi, c'est quelque chose, et donc rien que cette idée-là, et de me dire, et c'est là où, enfin, ce que je racontais tout à l'heure, je dis jeune, enfin, on est tombé amoureux des mêmes filles, enfin, c'est quand même, et je veux dire, il y a quelque chose, à un moment, c'est là où peut-être que j'ai une vraie incompréhension par rapport à eux, c'est de me dire, mais comment est-ce qu'ils supportent cette absence de circulation, même pour eux-mêmes, en fait, à un moment de se dire, et évidemment, qu'est-ce que ça produit ? Bah, ça produit un conformisme absolu, une absence d'idées, de renouvellement, de confrontation à la vie, parce que ces gens-là sont en fait sur des chemins tout tracés, donc il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de courage à montrer particulier, il faut juste montrer une capacité à l'asservissement, c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron. La seule chose qu'a fait Emmanuel Macron tout au long de son parcours, c'est montrer une capacité à servir des intérêts. Si vous regardez, on a essayé de nous le vendre comme un pianiste émérite, parce qu'il avait eu un 3e prix au Conservatoire municipal d'Amiens, comme un philosophe. Non mais vraiment, non mais on en rit, mais on nous a vraiment raconté ça. Il y a vraiment eu des articles de presse sur le talent artistique de Macron et sur le fait qu'il aurait pu devenir un grand concertiste et qu'en gros, pour nous faire comprendre quoi, que s'il faisait ça, c'était vraiment pour nous, quoi. Enfin, vous voyez, c'était vraiment parce que ce grand philosophe, Mozart des finances, pianiste, je sais pas quoi, vraiment se dévouait pour le bien commun. Vous parlez, cette personne-là, encore une fois, et j'utilise des termes qui sont forts, mais qui selon moi sont justifiés, n'a fait que se prostituer depuis son plus jeune âge entre des mains qui avaient besoin de chair fraîche pour servir leurs intérêts, qui l'ont convaincu que c'était un petit génie. Donc on passe la pommade, parce que moi j'ai reçu les mêmes personnes que je décris au sein de mon... Pourquoi est-ce que j'arrive à vous décrire avec autant de précision l'ascension de Macron? Parce qu'ils ont essayé de m'adopter moi aussi. Donc je les ai connus en face à face. Enfin, c'est vraiment des personnes qui m'ont invité à participer à des organisations de conférences, ou bref, et je ne parle pas de tous d'ailleurs, mais parce qu'on pourrait parler de personnes encore plus insignifiantes que celles dont je parle, les Grecs et compagnie, qui auraient essayé d'organiser des conférences avec moi, Jacques Attali, il a été parrain d'un think tank que j'avais créé en première année à Sciences Po, pardonnez-moi, pardon, mais à une époque où j'ai 18 ans, je suis dans ce milieu-là, et j'ai aucune conscience en fait de qui sont vraiment ces gens, comment ça fonctionne, et justement ils vous prennent suffisamment tôt, pour que vous n'ayez pas la capacité à une distance et qui fasse que vous restez dans un tunnel, vous vous aveuglez et vous continuez jusqu'au bout en fait, en ne vous rendant pas compte que si vous disent que vous êtes un génie, si vous ouvrent toutes ces portes, etc., c'est parce qu'en fait, vous allez pouvoir derrière leur permettre de préserver leurs intérêts, leur carrière, prendre des décisions politiques qui vont faire qu'ils vont pouvoir acheter SFR ou garder leur licence téléphonique pour free, etc., etc., etc. Et donc ce dispositif, en fait, d'étouffoir complet, en fait, qui vise vraiment à invisibiliser votre médiocrité, parce que franchement, la plupart de ces personnes-là sont médiocres, sont insignifiantes, etc., bah, vous vous retrouvez dans une position, en fait, où vous vous retrouvez en position de pouvoir sans avoir le pouvoir, et quand il y a un mouvement qui, à force
de pillage et de comportements médiocres qui eux-mêmes provoquent en fait des dégradations économiques, comme les Gilets jaunes se lèvent pour vous dire stop, vous ne comprenez pas. Et vous retrouvez comme Macron à ne pas comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe, moi, avec mon gros cerveau, comment est-ce que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe? Et vous ne savez pas comment réagir, et du coup, vous faites quoi? Vous envoyez les flics. Vous envoyez les flics parce que vous n'avez pas de réponse à apporter, en fait. Vous savez pas, en fait, vous n'êtes pas fait pour être là où vous êtes. Vous êtes là pour servir des intérêts, mais une fois qu'il s'agit d'être dans un vrai rapport à la population, bah, vous n'êtes plus en capacité de le faire. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous construisez ces systèmes de pillage et de services d'intérêt mutuel, bah, il y a un moment où les ressources publiques dans lesquelles vous captez votre propre capital commencent à s'épuiser. Et il y a dans la 6e puissance mondiale des personnes qui commencent à avoir du mal à se chauffer, qui commencent à avoir du mal à se nourrir. Et pourtant, derrière, là-haut, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et donc il y a un écart croissant qui se crée, et à un moment, il y a une révolte. Et évidemment, il y a une révolte, pourquoi? Parce qu'à un moment, ce système-là ne régénère plus notre société, ne lui permet plus de continuer à construire des richesses, ne fait que les piller, et bien à un moment fait que le système s'effondre. Et moi je pense qu'on est à un point d'effondrement qui fait que ce soit les Gilets jaunes ou un autre mouvement, ça va rompre. Parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils continuent. À l'aéroport de Paris. C'est-à-dire que, y compris le point de rupture dépassé, parce que leur logiciel est tellement formaté, parce qu'ils sont tellement incapables de penser autrement et d'agir autrement, ils s'effondrent. Et c'est là à nouveau où j'aimerais racheter Montebourg, qui, en fait, je pense, de bonne foi, s'est dit, mais la seule chance que j'ai de changer quelque chose, c'est de rentrer dans ces jeux-là, parce qu'il a compris que c'était ça. Vous savez, Montebourg, fin des années 90, c'était le grand pourfendeur de Bouygues et de TF1, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était le jeune avocat qui était plein de convictions et qui disait, mais TF1, il faut arrêter, c'est un scandale, etc. Il nous sert de la soupe. Et bah, cette même personne se retrouve aujourd'hui dans les jeux que je vous décris, à mon avis, par usure. Parce qu'à force de vouloir rester dans le système et de penser que c'est de l'intérieur que le système peut basculer, bah, il s'est effondré avec lui, et il s'effondre avec lui. Et donc là, il y a quelque chose qui, à un moment, moi, m'amène à dire, mais en fait, la solution, elle est ici, elle est en nous, elle n'est pas là-haut, elle n'est pas dans le Saint Ruffin ou le Saint je ne sais pas quoi qui viendra nous. Elle est dans un mouvement de révolte populaire qui provoquera une rupture systémique qui fera qu'on ne dépendra pas d'une seule personne. Parce que cette seule personne, quelle qu'elle soit, n'aura jamais suffisamment de force pour renverser un système d'ensemble qui, des médias aux puissances financières, est devenu en fait ce qu'on appelle une oligarchie, c'est-à-dire des grandes fortunes qui ont capté une grande partie de la richesse nationale. On parle de 80 milliards d'euros pour Bernard Arnault, 40 milliards seulement en 2016. En 2 ans, il a réussi à fabriquer du néant 40 milliards d'euros. Vous imaginez le talent de cette personne. Eh bien, des personnes comme Bernard Arnault qui ont 40 milliards d'euros, 80 milliards d'euros 2 ans plus tard, qui, avec cette fortune, achètent des médias. Pourquoi faire? Pour influencer des politiques. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent influencer les politiques? Parce qu'en fait, leur fortune dépend du politique et de l'État. Parce que ces personnes qui n'arrêtent pas de cracher sur l'État, sur le fait que ça coûte trop cher, les cotisations, etc., ces personnes dont la fortune a été octroyée grâce à leur proximité avec des politiques. Bernard Arnault, c'est Boussac. Avant LVMH, avant d'être LVMH, c'est Boussac, une entreprise textile qui est octroyée par le gouvernement Fabius. Évidemment, vous imaginez dans quel cadre et contre quelles garanties qui n'ont pas été respectées. De la même façon, les personnes comme Niel et compagnie, ces personnes qui ont accès à des marchés régulés par l'État, qui octroient des licences dans la téléphonie, dans les fournisseurs d'accès à Internet, qui vous permettent d'avoir accès à des oligopoles, c'est-à-dire des systèmes de rente dans lesquels vous allez avoir une garantie de revenus tous les mois. Ben, pour avoir accès à ça, vous imaginez que ce n'est pas en arrivant, il faut évidemment donner des gages au pouvoir politique qui en retour va vous donner accès à ces marchés-là. Et donc tout ça se fait légalement, parce que c'est eux qui contrôlent la loi. C'est pour ça qu'il y a cette phrase si importante qu'on a mise, ils ne sont pas corrompus, ils sont de la corruption, on ne peut pas les avoir à système constant. Ces personnes-là qui doivent partir en prison, et qu'il faudra mettre en prison un jour, on ne pourra pas les mettre en prison avec le système existant parce qu'ils ont fabriqué des lois qui permettent leur corruption. Donc il va falloir passer par une bascule préalable qui permettra ensuite de les incriminer pour ce qu'ils ont fait, pour les milliards qu'ils ont évacués de l'espace public pour devenir eux-mêmes des milliardaires et le garder pour eux, pour s'acheter des yachts, etc. C'est-à-dire pour participer à un effondrement qui du coup évidemment a des conséquences écologiques, sociales, etc. Parce que l'appareil productif est détourné de ses conséquences, parce que ces personnes ont des niveaux de vie, enfin, participent à un système qui ne produit rien pour la société, en fait. Au contraire, en rond la cohérence. Bravo, hein. Je vais l'applaudir comme ça, il un petit peu, parce que ça fait quand même 4 heures que je fais avec le même verbe et le même esprit de synthèse. Alors justement, là, tu parles des oligarques. Dans ton livre, il y a beaucoup de passages extraordinaires. Quand vous l'aurez lu, vous comprendrez l'enthousiasme éditorial qui peut être le mien, mais qui est celui de tous les lecteurs. Il y a donc un passage tout à fait extraordinaire qui est au début du livre, où on assiste
aux cocktails, aux réunions luxueuses, aux endroits enfin, organisés pour que ces grands se retrouvent, et également asservissent la presse, enfin créent tous ces liens. Et c'est dans ces occasions de ce type que tu apprends, enfin, c'est le fait majeur d'ailleurs de ton livre, c'est qu'on bascule dans une oligarchie, et ça se manifeste à toi, je crois, la première fois, quand bien avant 2014, Xavier Niel te montre son portable sur lequel Emmanuel Macron est en train de lui téléphoner, et te dit, voilà, j'ai un coup de fil du futur président de la République. Et toi, tu remontes ensuite le fil, et on voit comment est-ce que ces fortunes dont tu parles ont décidé de mettre les moyens pour finalement se payer le président de la République. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un seuil qui franchit une étape dans la mise à mal de la République. C'est ce qui t'a porté à écrire, et c'est ce qui te porte aujourd'hui à... Tu as fait un livre à la fois qui est un constat objectif, où tu racontes ça, mais où tu appelles finalement à l'insurrection populaire, et tu dis dans ce livre, les seuls qui ont compris cette manœuvre, les seuls qui ont compris finalement le poids des oligarques dans le pays, la prise de ce pays par les oligarques, ce sont les gilets jaunes. Et parce qu'ils l'ont ressenti dans leur chair, parce que quand vous augmentez la taxe carburant, non pas pour financer la transition écologique comme ils l'ont dit, mais comme l'ont révélé les Macronix, donc Wikileaks a révélé, pour financer le CICE, qui sont des allègements de charges qui vont aller pour moitié dans les très grandes entreprises sans aucune contrepartie, qui ont en fait évidé les caisses de l'État de 20 milliards d'euros par an, et que en fait, il est écrit noir sur blanc entre Alexis Kohler, qui est aujourd'hui le secrétaire général de l'Élysée, et Laurent Martel, qui est aujourd'hui le conseiller fiscal de Macron, et qu'il est resté, malgré le fait que ces mails ont été révélés, que donc ils vont, je cite texto Laurent Martel, raconter des histoires pour expliquer que cette taxe carburant servira à la transition écologique et masquer le fait qu'en fait elle sert à financer le CICE, bah évidemment il y a un moment où ça affecte les corps. À un moment, bah, ça affecte, c'est-à-dire qu'en gros, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en gros on a décidé de taxer 60 millions de personnes, parce qu'une taxe carburant ça affecte tout le monde, parce que même si vous n'avez pas de voiture, vous allez acheter vos biens en supermarché, ils ont dû être transportés, et donc évidemment vous payez le surplus indirectement. Vous taxez 60 millions de personnes pour financer des allègements fiscaux pour quelques milliers de personnes qui sont déjà parmi les plus favorisées du pays. Et ben, à un moment, on dit stop. On dit stop et on le dit intuitivement, sans même avoir besoin de savoir que c'est pour ça que vous le faites, mais tout simplement parce que cette politique-là vous amène à devoir augmenter la charge fiscale sur l'ensemble des citoyens pour financer votre corruption. Parce qu'évidemment, le CICE, qui a été inventé par Macron avec Cahuzac, donc, il n'a qu'un objectif, c'est de donner des gages à la petite oligarchie parisienne en disant on va faire des politiques qui sont favorables à vos profits, de façon à ce qu'ils les soutiennent en retour. De façon à ce que les médias qui appartiennent à ces oligarques commencent à dire « Ah, ce type est un génie, il est vraiment, c'est l'espoir de la France, il est super talentueux, etc. » Et moi, je décris comment ça se passe. Ce n'est pas des ordres directs donnés par Xavier Niel et compagnie. C'est un fonctionnement beaucoup plus subtil, avec toute une série de nominations, promotions, etc. Je vous incite à le voir. Mais je voudrais revenir sur une chose, parce que je raconte cette anecdote sur Xavier Niel, je raconte cette histoire de Montebourg, et les esprits les plus rationnels devraient se dire, mais alors c'est qui ce type? Est-ce qu'il nous raconte la vérité? Alors, quelle est la meilleure façon, en fait, de vous prouver que c'est vrai? Pourquoi est-ce que Xavier Niel n'a pas essayé d'attaquer le livre en PDF ou maintenant en diffamation sur ce texte? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui m'a traité de mythomane au sein de ce petit Paris? Parce qu'ils me connaissent tous, les journalistes, ça fait des années qu'on travaille comme moi, comme avocat de Wikileaks, avant j'ai même été avocat de Mélenchon, donc moi j'ai eu accès à tous ces espaces-là en fait. On se connaît tous de visu, il y a quelques centaines de journalistes qui pèsent dans le pays, les dirigeants, Xavier Niel. Le fait que j'ai déjeuné avec Xavier Niel, enfin il y a les mails, c'est facile à mettre en place, d'accord, mais il pourrait dire, mais non, j'ai jamais montré ce texto, il a fabuleux. Mais pourquoi il ne le fait pas? Mais parce que vous imaginez bien que s'il a raconté ça à moi, qui avait 24 ans à l'époque, qui ne voyait que parce que j'étais l'un des futurs surgeons de cette élite, et qui, comme il voit en fait toutes les semaines, des petits jeunes qui sortent des grandes écoles dans l'idée de les influencer pour que quand ils sont en responsabilité 10, 15, 20 ans plus tard, ils lui soient favorables, il l'a raconté à des dizaines d'autres personnes. Je ne suis pas le détenteur d'un secret particulier. Cette personne-là, et en fait, en enquêtant derrière, j'ai fini par avoir des recoupements qui montraient que c'était un geste habituel chez Xavier Niel. Xavier Niel montre systématiquement aux personnes qu'il veut impressionner des textos ou des appels d'hommes politiques, d'hommes ou de femmes politiques, pour montrer qu'il est proche du politique. Pourquoi? Parce que cette personne est beaucoup plus vulnérable qu'on le pense, et en tout cas se pense beaucoup plus vulnérable peut-être qu'elle l'est. Ces personnes-là, en fait, ont conscience
de l'escroquerie que constitue leur parcours. Ils ont conscience de la fragilité sur laquelle ils s'appuient, de leur dépendance par rapport aux politiques. Or, les politiques sont eux aussi évidemment dépendants d'eux, mais ils créent comme ça un lien, mais vers l'extérieur, ils se sentent dans la nécessité de montrer qu'ils ont ce lien avec ces personnes-là. Et donc, on m'a raconté comment, avec Pécresse, avec je sais pas qui, nana, ils montraient régulièrement des textos pour dire « Ah, vous voyez, je suis proche de cette personne, etc. » Et donc, quand ils me montrent les textos d'Emmanuel Macron, pour lui, c'est un geste d'une banalité absolue. C'est quelque chose qu'il a répété des dizaines et des dizaines de fois, pas forcément sur Macron, mais sur d'autres personnes aussi. Et évidemment, du coup, il sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de témoins qui, s'ils venaient à nier le fait qu'il l'a fait, immédiatement le raconteraient. Moi, j'ai des journalistes qui m'ont dit « Mais oui, il nous a dit exactement la même chose. » Sauf que eux ne l'ont pas écrit, alors que c'est leur fonction. Alors qu'ils sont journalistes, qu'ils sont payés directement, mais aussi indirectement grâce à nos impôts, grâce aux subventions, mais on leur a donné cette fonction à la société, on leur a donné ce privilège extraordinaire qui est d'accéder aux gens de pouvoir pour les contrôler, pour qu'en notre nom, ils permettent de de fluidifier le circuit d'information, nous faire accéder aux informations de façon à ce que quand on votera pour quelqu'un ou pour quelque chose qui sera vrai, et pas pour une illusion, pas pour une construction médiatique qui visera à nous arnaquer, qui fera qu'on pensera voter pour A, Mozart de la finance, grand pianiste, personne désintéressée, etc. Mais pour B, pantouflard de l'inspection des finances qui a raté 3 fois l'OMS et une fois l'ENA avant d'avoir, donc assez laborieux, qui derrière part chez Rothschild pour monnayer ses réseaux qu'il a obtenus au sein de l'État, au lieu de rester dans l'État alors qu'on lui a financé ses études pour justement servir le bien commun, et qui grâce à ces millions-là se rapproche d'oligarques pour ensuite réussir à se faire élire et les servir à son tour. Ben voyez, si on vote pour A en pensant que A et B, notre vote ne sert strictement à rien. Le principe démocratique est complètement désactivé. Et donc ces journalistes-là, qui savaient pourtant ce qui se jouait, qui ont attendu jusqu'en 2018 pour dire que Xavier Niel et Emmanuel Macron étaient proches, qui ont attendu jusqu'au débat entre Plenel, Bourdin et Macron sur le Trocadéro pour dire que Bernard Arnault était un ami intime de Macron, alors qu'il l'était depuis 10 ans, et qui n'ont jamais explicité en quoi cela produisait des effets, en quoi cela était important, parce que ça avait permis à Emmanuel Macron de se construire dans le petit Paris des réseaux d'allégeance qui, à son tour, le propulseraient, mais qui avait une contrepartie, évidemment, c'était le fait qu'il leur devrait quelque chose, et que ce quelque chose, il devrait l'appliquer politiquement. Et qu'en somme, les politiques publiques adoptées par cet homme ne sont pas le fruit d'une idéologie, mais du système de service contre service, de don contre don dans lequel il s'insère, qui fait que naturellement, vous allez aller vers des politiques libérales, vers des politiques de privatisation, où vous allez pomper dans la masse pour redistribuer chez les petits, chez les plus riches, tout en justifiant ça avec une idéologie, en disant mais oui, mais ça va ruisseler derrière, mais oui, etc. Mais on voit bien que c'est trop forcé. Et on voit bien sur l'aéroport de Paris, j'en reviens à ça, ils sont à court d'arguments. Ils ne savent même plus, ils sont même plus capables de nous opposer un argument rationnel pour nous expliquer en quoi cette privatisation aurait un sens. C'est-à-dire que même leur capacité discursive s'est épuisée. À force de pousser la logique à son terme, ils ne sont pas capables de nous citer un économiste sérieux qui nous expliquerait que ça nous permettrait de... Ça n'a plus aucun sens. Et pourtant, ils persistent parce qu'ils ne savent pas faire autrement, parce qu'ils ont été placés là, et ils sont servis du système démocratique pour se placer là, à cette fin. Alors justement, tu parles de la presse et finalement de toute une série de fusibles ou de garde-fous des dérives oligarchiques de la société. En l'occurrence, la presse, alors c'est la fin de ton livre, tu fais un portrait assez terrible hein, de la façon dont on est finalement manipulé, nous, l'opinion, par la presse. Elle est complètement, elle est entrée sous contrôle des oligarques en 2 ans à peu près. Et quant à l'édition, elle s'est concentrée à peu près de la même façon dans les mouvements qui se sont vraiment accélérés dans les 5 dernières années. Est-ce que pour la presse, oui, on se dit forcément, il y a une intention très politique et de prendre le contrôle de l'ensemble des médias. Tu peux peut-être en parler un peu plus et comment ça marche. Enfin, c'est une situation que tu juges visiblement nouvelle dans ton livre. Ouais, pas en 2 ans, plutôt en 20 ans, mais on en est arrivé à ce constat qui est fait par le monde diplomatique, qui fait cette cartographie, où en gros, 90% de la presse écrite nationale est détenue par 9 personnes. Or, ce que je raconte dans ce livre, pour les avoir fréquentés, c'est que ces 9 personnes,
c'est pas 9 personnes éclatées sur l'ensemble du territoire qui seraient en guerre ouverte, etc. Donc on pourrait se dire, oui, mais du coup, ça crée de la concurrence, nanana, ça serait la démocratie, bon, ce qui serait déjà assez illusoire, mais pourquoi pas. Non, ces personnes-là couchent ensemble, dînent ensemble, etc. Xavier Niel se marie avec Delphine Arnault, qui est la fille de Bernard Arnault, enfin, évidemment parce qu'elle est très belle et intelligente. Enfin, vous voyez, Bernard Arnault rachète l'hôtel particulier de Lagardère. Bon, Bernard Arnault, c'est quoi? C'est les Échos, c'est le Parisien. Lagardère, c'est Paris Match, le JDD, Europe 1. Xavier Niel, c'est Le Monde, l'Obs, etc. Enfin, vous voyez, comment très vite, votre capacité à exister dans l'espace médiatique devient dépendante des rapports que vous entretenez avec ces personnes. Ça ne veut pas dire que tous les journalistes obéissent aux ordres directement de leurs propriétaires. C'est beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une forme d'autocensure qui se met en place. Il y a des gens qui sont placés à tel ou tel endroit pour s'assurer qu'on ne va pas aller trop chercher à droite à gauche. En fait, vous allez créer un système qui va déresponsabiliser tout le monde, et où tout le monde va avoir l'impression d'être libre. Et c'est pour ça qu'ils sont les premiers à crier en disant « Mais si, on est vachement libre, etc. Mais qu'est-ce que vous racontez? Si vous êtes complotiste, nanana ?» Parce qu'ils ne se rendent même pas compte, en fait, qu'ils sont complètement compromis jusqu'à la ligue. C'est vraiment, enfin, pour certains d'entre eux, il y en a qui le font de façon cynique. J'en décris un, Bruno Jeudi, par exemple, de Paris Match, qui avait toutes les commandes qu'on lui passe. Et c'est d'ailleurs l'origine de mon livre. C'est quand je vois qu'il y a 3 articles en une semaine, en gros, au cœur de l'été 2018, sur Gabriel, mon ami Gabriel, qui paraissent dans Paris Match, dont un où il est en train de boire un verre de... Enfin, une photo pleine page, en train de boire un verre de rosé en pantacourt sur la Seine, au soleil, en train d'expliquer qu'il adore Orelsan et compagnie. Je me dis, oula, celui-là va devenir ministre. Et en effet, 2 mois plus tard, il devient ministre. Donc, enfin, vous voyez, en fait, on peut apprendre à décoder les signaux faibles et comprendre comment fonctionne. Parce qu'ils nous ont arnaqués pendant des décennies comme ça. Sauf que maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a des personnes qui commencent à sortir du système et qui commencent à donner les clés de comment fonctionne l'intérieur, cette fabrique. Il y a eu sur Mimi Marchand les fausses paparazzades qu'elle a organisées pour Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Moi, je raconte comment justement elle était présentée par Xavier Niel et comment ça a un coup monté avec Lagardère et compagnie. Enfin, donc, à la fin, en fait, ça finit par se dissoudre. Et tu parlais en fait de cette scène au Ritz, parce que j'ai été invité au Ritz à Paris, place Vendôme. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur la place Vendôme, vous avez le ministère de la Justice qui est, enfin, avec ses murs complètement sales parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire un... Comment ça s'appelle ouais. Et à côté, par contre, vous avez le Ritz flambant neuf. Alors là, évidemment, il n'y a évidemment aucun problème de ressources, mais vraiment collé. Et donc, on m'invite à l'inauguration de la boutique Louis Vuitton. Alors, je vous passe les détails parce que, bon, bref, une histoire complètement rocambolesque. Et je me retrouve là à voir avec tous les clients chinois et asiatiques, les meilleurs clients de Louis Vuitton, enfin, qui sont là invités pour l'événement, sauf qu'il y a un événement encore un peu plus select auquel on m'invite derrière, qui est un petit dîner organisé donc, au Ritz en face de la boutique, où je me retrouve d'abord en face de Xavier Niel et Bernard Arnault et compagnie. Bon, Bernard Arnault est le propriétaire de LVMH, donc il y a Xavier Niel, Bernard Arnault, Delphine Arnault, Xavier Niel qui s'arrête et qui me regarde avec des yeux comme ça en disant « Qui est-ce qu'il fout là, celui-là encore ?» Parce que j'avais déjà vu que l'année dernière, enfin j'ai déjà commencé à raconter ses liens avec Macron, et vraiment il s'arrête physiquement en me voyant, il se détient. Et bon là, par ailleurs, à nouveau vous direz, mais il est en plein délire, ce type nous raconte n'importe quoi, il se trouve qu'il y a des photos dans le gala et vous pouvez fact-checker. Et donc je me retrouve là, et surtout à un moment ils me mettent dans une table secondaire, parce que j'accompagnais en fait une amie de la famille qui est une très grande actrice et qui était invitée là et qui m'a demandé, pour ne pas se retrouver seule, d'aller avec elle. Mais évidemment, ils ne vont pas me mettre à table de Xavier Niel, enfin plus. Et donc ils me mettent à une table secondaire, je m'assois, super contente de découvrir ce monde, d'avoir une majordome livrée, enfin 3 plats, des vins extraordinaires, des pétrus, nanana. Et là je commence à parler avec les gens, et ah vous êtes qui? Ah bah je suis la directrice de la rédaction de Elle. Ah vous êtes qui? Je suis la directrice de la rédaction, la rédactrice en chef du Monde Magazine. Ah vous êtes qui? Et en fait je me retrouve à une table avec 10 pontes du journaliste parisien, très sympa. Très sympa, vraiment. On salue, on dit ah, vous travaillez avec Wikileaks, c'est génial, il faudrait qu'on fasse un entretien avec Julian Assange. Je dis ouais, peut-être. Et au bout d'une demi-heure, vraiment, l'ivresse aidant, je finis par leur dire mais. Alors je pose cette question à la table. Alors il n'y en avait qu'une en fait qui n'était pas contente du tout, c'était la rédactrice en chef du Monde Magazine, parce qu'elle m'avait censuré une enquête sur Uramin et Bacoma, donc un truc qui a fait disparaître 4 milliards d'euros des caisses de l'État, qui était prête à être imprimée, hein, enfin qui était prémactée dans le monde et qui disparaît sur l'ordre de la direction 48 heures avant. Je peux vous dire que moi qui avais pris enfin j'étais allé au cœur du Centrafrique en pleine post-guerre civile, enfin j'avais failli crever pour sortir J'étais pas très content, et elle, à mon avis, se sentait pas très fière, donc elle restait plongée tout le dîner sur son téléphone, l'air de rien, mais sinon très sympa, et à un moment j'ai dit, mais du coup, dans cette ambiance sympa, je me permets, mais à un moment ça me vient, mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais vraiment, genre, enfin, sans arrière-pensée, quoi.
Et là, il y a un silence. Et là, il y a quelqu'un, un d'entre eux, je ne sais plus qui c'était, je pense que c'était la directrice de Elle, qui me dit « Non, non, mais c'est pas ce que vous pensez. » Et là, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il faut penser ?» Et là, je me rends compte, évidemment, que c'est complètement aberrant que ces gens-là, qui encore une fois sont censés contrôler ces gens-là, acceptent, encore une fois, pardonnez-moi, de se prostituer en se faisant nourrir aux frais de la princesse dans le restaurant le plus chic de Paris, un truc exceptionnel, hein, qui à mon avis coûte un salaire moyen, même pas d'un de leurs employés, à mon avis de l'un d'entre eux, et qui évidemment rentrent dans un jeu pourquoi est-ce qu'ils sont invités? C'est pas parce qu'ils sont glamour et compagnie, hein, c'est parce qu'évidemment, on sait qu'on va essayer d'attendrir la chair en faisant ça, et surtout derrière, ça va produire quoi? Ça va produire des articles dans leurs journaux sur l'inauguration de la boutique Louis Vuitton. Et c'est exactement ce que j'ai découvert par la suite. Tous les magazines et journaux qui étaient invités là ont fait produire un article sur l'inauguration, sur un événement complètement insignifiant. On s'en fiche complètement qu'il y ait des Chinois qui soient venus à Paris pour voir une nouvelle boutique de vente de vêtements avec un concert privé de Will Smith derrière qui chantait a cappella de façon catastrophique. C'était un massacre. Mais vous voyez, il y avait un truc. Et en fait, évidemment, très vite, vous me demandiez, et j'en reviens à ça, pourquoi on se désolidarise de ces espaces-là? Parce que c'est super angoissant, quoi. Enfin, vraiment, il y a un truc qui vous tord les boyaux. Vous êtes là, vous vous rendez compte en fait de la médiocrité, de la compromission dans laquelle vous êtes en train de rentrer. Et alors, on mange très bien, mais à un moment, enfin, il faut respirer, quoi. Mais, enfin, ton dégoût t'a conduit, toi, à une pensée qui est une pensée insurrectionnelle, sinon, enfin, ton livre est un livre à la fois qui réussit à être sans idéologie, c'est-à-dire qu'il n'emploie pas le mot capitalisme, enfin anticapitalisme, mais qui est un clair appel à une insurrection, une autre manière de changer parce ce système. Comment est-ce que vous voulez que je fasse confiance à ces gens-là? Que j'ai vus? C'est-à-dire, c'est pas de la théorie. C'est pas Marx, je les ai vus dans leur chair, quoi, en tant qu'individu. Et j'ai parcouru ces espaces-là parce que j'ai eu la chance de grandir dans ce milieu-là, parce que mon père était producteur de cinéma, qui a une carrière très atypique dans le milieu du cinéma, ce qui a fait que probablement je suis un peu différent de la masse des personnes que j'ai rencontrées là-bas. Mais donc j'ai eu accès à ces espaces-là, malgré moi, sans avoir rien demandé, alors que en fait, ce qui corrompt aussi énormément, c'est le désir que suscitent ces espaces-là. C'est le fantasme qui font que pour ceux qui n'y ont pas accès, soit de naissance, soit... On a envie quelque part quand même de vivre ça à un moment ou à un autre. Et donc ça aussi c'est un des rôles essentiels de mon livre, c'est de déconstruire ce fantasme, c'est de désactiver ce fantasme qui est un des vecteurs les plus puissants de pouvoir en fait pour ces personnes-là. Et donc montrer ce qu'il en est réellement et vous dire il n'y a rien à attendre de ces espaces-là, il n'y a aucune ambition à avoir d'insertion dans ce monde-là, me semble essentiel. Et évidemment derrière, qu'est-ce que ça provoque? Un besoin de rupture intégrale, parce qu'encore une fois, même la personne que je pouvais admirer le plus comme Montebourg se retrouve à me proposer 100 000 balles pour essayer en plus de façon complètement illusoire. Vous imaginez bien qu'avec 100 000 euros face aux 7 milliards de Drahi, on ne serait pas allé très loin, quoi. Enfin, je veux dire, donc quoi? Enfin, je fais quoi? Je continue à faire semblant d'y croire, j'essaie de construire ma place là-dedans, ou je profite du fait que parce qu'ils ont été un peu trop naïfs, un peu trop bêtes, qu'ils ont fait un peu trop confiance dans la solidarité de corps qui se construit dans ces espaces-là, je redistribue et je donne la possibilité à chacun d'entre vous de vous saisir de tout ça et de décider à partir de là ce que vous voulez faire. Et si vous arrivez à changer ce système, mais ce sera un miracle pour moi parce qu'à nouveau, j'aurais envie de participer à la vie politique potentiellement, à nouveau j'aurais envie peut-être de représenter une population à laquelle j'aurais travaillé, à nouveau j'aurais envie de peser, de faire connaître mes idées, etc. Mais certainement pas dans l'existant. Donc c'est à nouveau aussi pour réduire, parce qu'il y aura un côté, le saint qui vient rompre avec cette non, j'y ai un intérêt objectif, mais en tant qu'être humain. Pas en tant justement que coagulation d'intérêts successifs et d'âmes mortes comme celles que l'on voit aujourd'hui au pouvoir. Pour préserver mon humanité, un minimum de croyance dans le collectif, il faut m'en passer par là. Et la question c'est, est-ce que pour les millions de personnes qui aujourd'hui sont plongées dans une situation extrêmement difficile psychiquement, socialement, économiquement, parce que ça se relie du fait de l'impéritie de ces dirigeants, du fait de ces réseaux d'intérêts et de connivence qui se sont construits, est-ce qu'il ne faut pas justement passer par là et par cette rupture radicale à laquelle, à la fin de ce livre, je ne peux qu'appeler. Parce que sinon, c'est la mort. C'est la mort pour moi, c'est la mort pour beaucoup de personnes. Et c'est la fin. Je me tire avec mes droits d'auteur. Je vais construire une maison en Camargue, pas pour construire une maison d'édition, mais juste pour vivre ma vie tranquillement. Et je deviens un énorme naze, quoi. Donc non, enfin, j'ai vraiment... Oui, déjà, il a choisi la Camargue. C'est un grand bien. Donc toi, tu penses qu'on est dans une... Tu penses
pense que les Gilets jaunes soient la meilleure chose sur la République depuis très longtemps et qu'on est, on l'a dit tout à l'heure, face à un moment historique où on peut vraiment aller vers une sixième République, une nouvelle constituante. Moi, je suis convaincu que ça a sauvé la vie à des milliers de personnes. Il y a les études de l'INSERM, l'Institut statistique sur les questions médicales de l'État, donc vraiment une des sources les plus sérieuses auxquelles on puisse se référer, qui évalue à 10 à 15 000 morts par an les conséquences du chômage en France. 10 à 15 000 morts par an, vous vous rendez compte, c'est 450 000 personnes en 30 ans, quoi. C'est un massacre de masse. Pourquoi? Parce que nos décideurs politiques, qui sont rentrés dans un système en vase clos, dans lequel ils ne seront jamais confrontés au chômage, à la précarité, etc., parce qu'ils ont construit en fait un système éducatif, social, etc., qui ferait que ni eux, ni leurs enfants, ni leurs amis, ni leurs amants ne seront exposés aux conséquences politiques de leurs décisions. C'est ça ce qui se passe, c'est ça la vraie raison du fait que ces gens-là ne se battent pas corps et âme aujourd'hui pour résoudre les questions de précarité, de chômage, etc. C'est pour ça qu'ils réduisent les APL en se disant que c'est pas... Ils n'auront jamais besoin des APL. Et personne autour d'eux n'aura jamais besoin des APL. On est arrivé à un tel niveau de reproduction sociale et d'endogamie qu'ils sont complètement déconnectés des conséquences de leurs décisions. Donc naturellement, en fait, moi j'appelle à une rupture qui fasse qu'on sorte de cette endogamie et qui fasse que derrière, en fait, des personnes qui en effet ont connu la précarité, en effet ont connu le chômage, en effet risquent surtout de le connaître après avoir fait un mandat ou deux, etc., seront en position de décider. Et je vous garantis que ces personnes-là auront une conscience beaucoup plus aiguë des intérêts de la population en général que ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et donc, évidemment, ce sauvetage massif, je pense vraiment qu'au permis des Gilets jaunes, cette respiration qu'on a tous ressentie, si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous avez eu ce moment, en fait, que j'ai eu aussi tout à coup de me dire, on n'est pas seul, putain. Pardonnez-moi, mais cette crise économique qui, depuis 2008, a détruit tellement de vies, tellement de foyers, qui a fait qu'il y a tellement de personnes qui ont divorcé, se sont suicidées, ont retourné la violence que leur imposait la société contre eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas de discours, il n'y avait pas de personnes qui venaient leur dire c'est pas votre faute. C'est la faute à un système qui a complètement déraillé, c'est la faute à ces personnes qui nous dominent. Parce que ces personnes qui nous dominent n'avaient qu'une peur, c'était de se retrouver en tôle ou de se retrouver lynchés parce que si on leur disait la vérité sur ce qui s'était passé, sur cette dérive bancaire, et bien évidemment tout d'un coup se dire mais non, on est des millions à avoir vécu ces dernières années avec une souffrance extrême en pensant que c'était nous, alors que c'était pas nous, c'était eux. Et bien cette libération extraordinaire en soi, elle est déjà historique, évidemment par les effets qu'elle a produit, l'arrachement de 13 milliards d'euros qui était impossible de distribuer jusqu'alors. Hein, vous vous rendez compte à quel point en fait leurs convictions sont variables dès lors qu'ils sentent que leurs intérêts peuvent être remis en question. Ces 13 milliards d'euros qu'on leur a arrachés est déjà en soi aussi une énorme victoire. Et derrière, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va au bout de la démarche, on cesse d'être en dépendance par rapport à ces réseaux oligarchiques, par rapport à ces réseaux d'intérêts, et on provoque une ressouverainisation au sens noble du terme de l'ensemble d'entre nous, c'est-à-dire une capacité à nous saisir de notre destin et à décider par nous-mêmes, nous faire représenter par des personnes qui pourront, des ouvriers, des employés, 0% d'ouvriers à l'Assemblée nationale, 5% d'employés, alors que c'est 50% de la population à ces deux catégories sociales. Et évidemment qu'à un moment, vous pouvez être le bourgeois le mieux intentionné de la Terre, vous n'allez pas défendre de la même façon les intérêts de ces classes sociales. Évidemment qu'à un moment, vous allez prendre en compte beaucoup plus facilement les discours abstraits, économisants, etc., sur le fait qu'il ne faudrait pas trop les aider parce que hein, ça risque d'être compliqué par la suite, etc. Et vous allez vous laisser absorber par tous ces lobbies et ces intérêts si vous n'avez pas vécu dans votre chair. Ce que peut être la précarité, ce que peut être le chômage, ce que peut être un licenciement. Je peux vous assurer que dans ces classes sociales, on ne sait pas ce que c'est un licenciement. On ne sait pas qu'un licenciement peut détruire une vie. Je suis convaincu qu'Emmanuel Macron n'a pas idée, et je le pense sincère, dans le fait qu'il ne sait pas à quel point ça peut vous détruire en tant qu'individu. Cette conscience leur manque. Moi, j'ai mis les pieds en banlieue pour la première fois quand j'avais 17 ans. Et ça a été un choc délirant pour un Parisien. Hein, je veux dire, je n'étais pas sorti de mes quartiers à 17 ans, et tout d'un coup, je me retrouve à Bagneux, et je vois ces tours, et je vois l'effet physique que provoque le fait d'être écrasé par des tours de béton. Et je comprends qu'il y a un problème. Et c'est là où commence en fait ma politisation, au sens noble du terme, et la compréhension qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est pas normal que j'ai pas été confronté à cette réalité jusqu'alors, que j'aurais pu passer toute ma vie. Gabriel, il n'a pas mis, si ce n'est pour faire campagne, donc en passant, ça ne lui est pas arrivé depuis. Et Gabriel et les 200 autres camarades que l'on avait à l'époque, parce qu'évidemment on s'était retrouvé dans une école qui sélectionnait à l'entrée de façon à créer de l'endogamie, une homogénéité sociale très forte, de la même façon que Macron, au lycée jésuite d'Amiens, la Providence, était inséré dans ces réseaux justement de socialisation qui faisaient qu'il ne serait jamais confronté à la différence. Évidemment
ça produit derrière des effets forts, quoi, qui font que vous avez un non-rapport d'empathie, un non-rapport de compréhension, et que vous commencez à prendre des décisions délirantes qu'ils prennent. Et si vous ne compreniez pas pourquoi ils s'entêtent à ce point, eh ben, je pense que je viens vraiment de vous donner la clé. C'est pour ça. C'est parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres de vous et qu'ils n'ont aucune envie de se rapprocher de vous. Aucune envie. J'imagine que vous avez sans doute dans la salle des questions à poser. Voilà. Donc on va faire circuler le micro qui est ici. C'est ici ? Bonsoir. En fait, je voulais vous demander, vous qui avez évolué dans ce milieu-là, est-ce que vous pensez que si vous aviez été une femme, vous auriez pu avoir accès à toutes ces informations, à toutes ces choses-là? C'est une bonne question, hein. J'aurais eu différemment, je pense, et ça va vous paraître très cru, mais je pense que c'est très vrai, j'aurais dû le payer de mon corps beaucoup plus. Et c'est très sincère, parce que la consommation et l'échange de corps au sein de cette société est extrêmement forte. Les mariages de raison, mais ça c'est ce qu'il recouvre, Bernard Arnault qui se retrouve avec Xavier Niel, c'est la... Enfin, pardon, Delphine Arnault, pardon. C'est le bout de la pyramide. Mais en dessous, il y a eu il y a des échanges permanents, et ça passe évidemment par la question sexuelle, le rapport amoureux, la violence sociale que on l'a vu, hein, des personnes comme Strauss-Kahn, etc. Enfin, c'est pas anodin. Et c'est pas anodin que c'est plus développé et déployé en toute intimité dans cet espace-là pendant des années sans qu'il y ait eu aucune forme de résistance, parce que les femmes qui appartiennent à cet espace-là sont obligées d'être dans un rapport de compromission, d'acceptation de la violence patriarcale pour survivre. Et quand vous avez le choix entre vous faire complètement oblitérer du jour au lendemain ou concéder quelque chose, eh ben parfois, malheureusement, vous concédez parce que c'est très difficile de faire autrement et que de toute façon, vous êtes face à des appareils si puissants, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous en émanciper. Donc voilà. Oui, bonsoir. Merci pour le livre et l'exposé, et bravo pour le courage, parce que j'imagine qu'individuellement ça doit être aussi quelque chose de dur à vivre. Je voudrais juste dire un mot, parce que j'ai pas pu y être, mais il y a aujourd'hui beaucoup de profs à Nîmes qui manifestent justement contre une réforme du lycée et de l'éducation en général qui va aggraver encore le phénomène de reproduction sociale, et je pense que, voilà, je voulais dire un mot ici à du monde et donc faire passer ce message, et on sera mobilisé encore pendant longtemps. Je voudrais dire aussi qu'il y a quand même des gens qui, depuis des années, continuent à dénoncer, à militer pour dénoncer ce système-là. Et j'ai une question, parce que Marion l'évoquait, vous dénoncez une oligarchie, mais est-ce qu'il suffira de remplacer le système de formation des élites pour sortir d'un système qui est de privatisation du bien public? Et en gros, voilà pourquoi le mot capitalisme n'est pas utilisé, parce que moi je considère que le système capitaliste produit ça. Voilà. Et donc je voulais vous interroger là-dessus. Voilà. Moi, je pense que je suis vraiment pas là pour reproduire le dispositif que je dénonce, c'est-à-dire pour vous donner des réponses ou vous dire ce qu'il faut faire, parce que moi, venant de là-haut, je peux vous donner des clés qui vont vous permettre ensuite à vous d'en faire ce que vous voulez et de décider quelle est la meilleure façon de vous ériger face à cet existant. Sur la question des professeurs, moi je pense vraiment qu'il faut sortir des luttes défensives. Parce que maintenir l'existant, c'est quand même maintenir un système violemment prédateur et injuste socialement. Donc évidemment, je comprends très bien, hein, de bonne foi, le besoin de ne pas aggraver la situation, mais je pense qu'on a vraiment, on a vraiment besoin des profs dans la rue et des syndicats qui sont puissants, hein, de profs dans la rue les samedis. Et éventuellement, et on a besoin de cette jonction très importante. Vous ne pouvez pas être sur une lutte, même si elle n'est pas catégorielle, vous ne pouvez être pas sur une lutte sectorielle.
il faut vraiment comprendre qu'on est face à un système d'ensemble, et vous le dites vous-même d'ailleurs, en parlant de capitalisme, en parlant de l'imbrication, enfin vous en parlez pas, mais vous voulez m'amener à m'en parler, et je suis d'accord, l'imbrication entre le système éducatif, oligarchie financière, médias, enfin, comment tout ça tisse un lien, et moi je pense que je le fais, mais sociologiquement dans mon livre. C'est-à-dire je décris factuellement comment en effet c'est imbriqué, en prenant le temps de décrire comment fonctionne une école privée des beaux quartiers parisiens, en décrivant ensuite comment des oligarques prennent le contrôle de médias, comment les hommes politiques rendent des faveurs à ces oligarques, comment les médias en retour. J'essaie de montrer à quel point justement il y a un système qui s'est tissé, qui fait cohérence, et comment du coup une décomposition ne peut passer que par une pensée d'ensemble, et pas justement par des luttes sectorielles, mais du coup la conséquence naturelle c'est de dire aujourd'hui, si vous êtes... Moi j'ai été professeur dans cette période en fait, de déracinement où je cherchais juste une fonction différente. J'ai commencé à être prof contractuel dans le secondaire, en terminale, en philo, de remplacement en Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez, je suis passé de gagner 8 000 € par mois à l'ANA à juste essayer de faire quelque chose qui ait du sens. Et j'ai vu la violence qui aujourd'hui existe dans les salles de professeurs, où on a des personnes qui sont quand même soit super précarisées, avec des contractuels, surtout dans l'académie de Créteil en masse, soit paupérisées. Les professeurs qui ne sont pas agrégés, qui sont avec un CAPES, qui ont des salaires qui sont quand même réduits, surtout en début de carrière, et qui, par contre, du coup, la seule sortie qu'ils trouvaient face à cette aporie, c'était je passais le concours interne de la grègue. Ou alors ils rentraient dans une violence retournée face à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut désolidariser ce corps-là de la croyance que l'éducation nationale aujourd'hui permet. Et j'ai vu en fait des professeurs dans ces lycées où j'ai travaillé, notamment à Saint-Ouen, des personnels, mais vraiment d'une humanité extraordinaire, qui gâchaient leur vie à boucher les trous que le système créait. Vous voyez, et qui s'épuisaient littéralement pour essayer de sauver les quelques élèves auxquels ils avaient accès, alors qu'il y avait un système qui les détruisait de façon... On ne peut pas faire peser sur des individus un effort un effort pour compenser des défaillances de système. C'est impossible, on va détruire des personnes, on va créer de la frustration, de l'amertume dans le pire des cas, et on va sauver personne. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde tous les professeurs soient super bienveillants, super engagés. Ça n'a aucun sens. Un prof, comme n'importe quelle autre personne, est quelqu'un d'humain, avec ses moments de creux, ses moments... Et donc, en fait, ça a été un des vecteurs, avec Wikileaks, un des vecteurs de radicalisation, en fait, de dire, c'est plus possible, en fait, de faire que ces gens soient en train de se détruire pour essayer de faire tenir un truc qui ne tient pas. On est juste en train de décaler. Et je voyais, moi, mes élèves que j'avais en terminale, je me disais, mais comment est-ce que je peux avoir... Heureusement qu'il y a des familles qui croient encore dans l'école pour les envoyer ici, parce que moi, je serais incapable de leur faire croire que ça a du sens qu'ils soient ici. Ce que j'ai à leur apporter, si je regarde en termes statistiques, etc., à 4 km du centre de Paris, 40 fois moins de chances de réussite au grand concours de la République, est-ce qu'ils sont 40 fois moins intelligents que les personnes qui sont nées 4 km plus... Évidemment que non. Il y a un truc qui systémiquement là, est là pour les abattre. Et vraiment est là pour les abattre. Et donc à un moment, soit on rompt fondamentalement avec ça, et on reconstruit une école républicaine qui, dès la maternelle, permet à tout le monde d'avoir ces chances-là, parce que ça ne sert à rien de changer que les grandes écoles, il faut vraiment partir au berceau, soit en fait on va être là à essayer de décoper un flot qui ne tarira pas, qui ne va que s'aggraver, et on se rend quelque part, et c'est un mot beaucoup trop fort et beaucoup trop injuste pour les personnes qui au quotidien, à leur échelle, continuent de se battre, on devient quelque part complice du système. Donc moi vraiment, la meilleure façon pour les personnes de bonne foi qui est au sein de l'éducation nationale, c'est de se jeter dans la mobilisation existante, corps et âme, et avec tous les moyens qu'ils ont à disposition, y compris la grève s'ils s'en sentent des courage, mais jamais moi j'appellerai quelqu'un à faire grève parce que je sais ce que ça coûte individuellement, et je sais très bien les puissances qui en face, et je ne peux pas prendre ces responsabilités, ce serait immoral de ma part, mais au moins pour le coup, j'appelle vraiment à ce qu'ils rejoignent les Gilets jaunes en masse, et pas qu'ils manifestent le jour d'après ou le jour d'avant. Bonsoir. Bon, évidemment, je ne peux que partager ce que vous venez de dire, comme je partage les écrits nombreux de nos amis Michel et Monique Masson-Charlot, qui travaillent sur la reproduction des élites depuis un certain nombre d'années. Mais juste une petite information que vous devez tous savoir. Cet après-midi, je pianote sur Internet et je suis loin d'être un spécialiste d'Internet. Le président d'Airbus, là, va partir 37 millions. Il lui donne 37 millions. Comme prime de départ. Moi, je ne suis pas à partir pour ça. Bref. Mais
les questions que vous avez posées, ça rejoint un peu ce qu'a dit Vincent tout à l'heure. Et croyez-moi, je ne veux pas tourner le débat là où il ne devrait pas tourner. Mais on voit bien que là, on est sur un équilibre. On voit bien que la vraie question, c'est qu'est-ce que tous ensemble, on va proposer demain comme véritable alternative politique à ce pays, et qu'il ne soit pas un plâtrage de ce qu'on a été fait et ce qu'on a fait hier ou avant-hier, ou aujourd'hui. Il s'agit demain, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la misère des gens, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur les privatisations. Il ne faut pas avoir peur de le dire. La vraie question, c'est quelle est la véritable alternative politique de gauche, n'ayons pas peur des mots non plus, à mettre en place pour essayer de sortir de cette situation qui est vraiment catastrophique. L'alternative est dans la rue. Je suppose que vous avez lu Jules Vallès, et en vous entendant, et après avoir lu et le texte sur Internet et ensuite lu le livre lui-même, j'ai pensé au deuxième volume de la théologie de Jules Vallès, qui fait d'abord appel à la rue, dans un contexte qui est celui de la Commune de Paris, et qui prend racine dans Jules Vallès sur la connaissance qu'on avait du capitalisme, tel que Balzac l'avait raconté dans la Comédie humaine. Le principal disciple de Balzac, c'est Jules Vallès. Le bachelier, l'insurgé, etc. Et je pensais, depuis, je vous imagine en Jules Vallès. Ce qu'on veut, c'est que ça continue. C'est que vous soyez vraiment Jules Vallès et qu'on soit les lecteurs de Jules Vallès, ceux qui accompagnent Jules Vallès dans ce mouvement. Et en même temps, je me dis une chose, pourquoi est-ce que c'est en France? Parce que ce que vous avez écrit, d'une manière ou d'une autre, ça existe quasiment dans la totalité de l'Europe, du monde, dans le monde, c'est pas de ce qu'on perçoit. Mais des Jules Vallès, il n'y en a pas dans tous les pays. C'est-à-dire, ce qui m'interroge, c'est la question que je vous pose, c'est comment, alors que vous étiez engagé dans un processus d'intégration dans les couches qui entourent l'oligarchie, qui la renouvellent, qui lui servent en quelque sorte d'appui, comment vous avez pu devenir le Jules Vallès contemporain, celui qui trahit finalement cette grande bourgeoisie, qui la dénonce, qui la décrit, et qui le fait en connaissant les mécanismes à travers lesquels elle s'est instituée en place de dirigeante, en couche dominante. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a Wikileaks qui a un truc super cool à faire quand vous êtes un héritier de ces espaces-là, parce que tout le monde dit « Ah, c'est génial, c'est le mec qui traîne avec Lady Gaga, enfin c'est un héros, tout le monde considère un peu comme un héros vaguement, et ils ne se rendent pas directement compte d'à quel point il est menaçant pour leurs intérêts. Et donc le temps qu'ils se rendent compte d'à quel point il est menaçant pour vos intérêts, vous êtes plus cool et vous êtes très seul. Et vous vous retrouvez très seul, et dans votre pays, votre propre pays, où je rappelle quand même qu'il y a, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même c'est insignifiant et en même temps signifiant, il y a 150 agents de la CIA à Paris, il y a 4 agents de la DGSI pour les contrôler, donc ils n'arrivent même pas à mettre sur écoute le chef de station de la... Et ça c'est pas fake news, hein, c'est raconté dans le monde, hein, donc se dire c'est pas non plus... Et ce qui est génial, c'est où est la station de la CIA à Paris, au 4e étage d'un bâtiment qui, pour tous ces autres étages, est occupé par un certain organe de presse qui s'appelle Le Figaro. 14 boulevard Haussmann. Et ça aussi, vous pouvez le retrouver. Il y a un article du Parisien de 2006. Enfin, moi, j'ai découvert en allant au Figaro, et quelqu'un me l'a raconté, mais enfin, en me disant, bah, tu sais qui est là, enfin, on ne peut pas passer, et le 4e étage, en effet, il faut un badge, vous imaginez bien. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, enfin, la CIA a dit que Wikileaks, le directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui aujourd'hui est secrétaire d'État, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a dit que l'objectif principal de la CIA, c'était Wikileaks. Pas Daesh, pas Al-Qaïda, etc. Wikileaks. Donc c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à 15 pecnos, et je peux vous dire qu'on n'a pas des moyens extraordinaires, confrontés non pas seulement aux velléités d'élévation de tous les appareils de renseignement du monde, à peu près, mais en plus en ennemi numéro 1 de la plus puissante
agence de renseignement du monde, qui n'hésite pas à tuer, entraver, intervenir dans l'espace intime, etc. Et ça, quand vous commencez à rentrer dans ce rapport de confrontation réelle, et ben, tout d'un coup, les gens vous trouvent moins cool, parce qu'ils commencent un peu à avoir peur, et commencent à se distancer. Donc déjà, en première rupture qui est intervenue à cette échelle-là, il y a une deuxième probablement qui est liée à ma rencontre avec Richard Descoings, que j'ai décrite dans nos entretiens, qui était directeur de Sciences Po, qui était un personnage assez particulier, qui s'est complètement laissé dévorer par ces jeux de pouvoir, qui a essayé de m'y absorber, qui a été un des facteurs clés de l'ascension de Macron d'ailleurs, via Jean-Pierre Jouyet et compagnie, qui a essayé de me faire avoir un rôle similaire, et donc j'ai réussi à me désolidariser, mais auprès de qui je me suis rapproché tout simplement par fidélité, quelques mois avant sa mort, en 2012, alors que tout le monde le lâchait parce qu'il y avait, en gros, il y avait une guerre des clans au sein de l'élite parisienne, que la Cour des comptes avait décidé de s'attaquer à lui parce qu'il était conseiller d'État, etc., et qui commençait à révéler toutes les turpitudes qu'ils avaient cachées pendant 20 ans. Et donc cette personne m'a donné accès à ce petit milieu de façon assez brusque. C'est le conseil d'administration de Sciences Po à l'époque, c'était Michel Pébreau, patron de la BNP et plus puissant banquier de France, c'était Henri Castries, patron d'AXA, c'était Jean-Pierre Jouyet, directeur du Trésor, puis de l'Inspection des Finances. Enfin, vous vous retrouviez vraiment, tout d'un coup, dans le cénacle des cénacles, quoi, mais en un claquement de doigts. Et donc cette personne-là qui m'avait introduit dans toutes ces choses-là, avait beaucoup de défauts, était très corrompu, mais s'est retrouvé très seul, et il m'avait apporté quelque chose de très très important, la conscience que les concours que j'avais passés ne signifiait rien en soi. Parce qu'il avait lu Bourdieu, tout simplement. Et qu'en fait, il avait compris que les concours tels qu'ils s'étaient construits en France, et le système d'éducation tel qu'il s'était construit en France, ne faisait qu'une chose, favoriser les enfants de la bourgeoisie, de sélectionner socialement, de façon à ensuite permettre à leurs héritiers de légitimer leur domination sociale. En disant, c'est parce que je suis plus talentueux que vous, et je suis plus talentueux que vous parce que j'ai fait ces écoles, que j'ai droit à ces privilèges auxquels vous n'avez pas droit. Et statistiquement, c'est vérifié. Le même pourcentage d'ouvriers et d'employés se retrouve à l'Assemblée nationale et à l'École normale supérieure et à Polytechnique et à l'ENA. Et c'est pas un hasard. Il y a eu une captation de ces appareils qui étaient censés servir la méritocratie et le renouvellement de notre pays par ces sphères-là. Et c'est évidemment à partir de cette captation qu'on a un effondrement du niveau de nos élites et qu'on a un effondrement tout court de notre pays et qu'on en arrive aux conséquences qu'on a décrites parce qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir pour s'opposer à ces forces factieuses qui vont essayer d'utiliser l'État pour se servir. Et donc ce Descoings m'a fait un peu mal, parce qu'à 18 ans, je me sentais assez frais d'avoir réussi Sciences Po, puis après d'être rentré à l'ENS. Et bien à un moment, il m'a mis une bonne claque, ça a pris du temps, mais il a réussi à me faire... Et donc je lui devais ça, cette chose extraordinaire qui était de revenir sur Terre. Ce qui n'est pas arrivé à tous ces gens dont on parle, ce qui n'est pas arrivé à Macron et compagnie, qui est encore convaincu d'être supérieur. Alors que bon, la réalité commence à prouver... Et donc cette libération a fait que je suis revenu vers lui alors que tout le monde se débandait en disant mais écoutez, enfin, je vous dois ça quand même, donc même si vous êtes ce que vous êtes. Et j'ai vu en fait la lâcheté humaine à des niveaux hallucinants, c'est-à-dire j'ai vu tous ceux qui avaient au contraire pompé, se partir, trahir, etc. Et dans l'épisode de sa mort, j'ai pris une leçon très importante en fait sur le fait que qu'il y avait un certain nombre de valeurs qui, mine de rien, quelque part, méritaient d'être défendues et que la laideur humaine ne pouvait pas me contaminer dans ces sphères-là. Et ensuite, il y a eu des événements, mais des ruptures amoureuses, des ruptures sociales qui ont fait que je suis tombé amoureux d'une héritière de l'une de ses fortunes. Mais vraiment, mais c'est super important en fait. Je suis tombé vraiment amoureux alors que j'avais réussi à me protéger de mon intimité jusqu'alors en étant alsacienne, en étant très à distance de toutes ces personnes-là, parce que c'est des contaminations sociales aussi, ça vous amène par conformisme à vous. Moi j'avais réussi à me tenir à distance et à un moment il y a cette femme qui, parce qu'elle est très particulière sociologiquement parlant, parce qu'elle vient d'un milieu très particulier mais qui lui a fait que quand elle a accédé à ces milieux-là, à cette richesse, etc., elle n'avait pas tous les outils. Bon bref, je tombe sous le charme et à un moment je ressens toute la violence sociale, de l'écart social, moi qui étais ultra dominant, tout d'un coup je trouve bien plus dominant que moi. Quelqu'un qui a besoin de rien, quoi. Là, je parle vraiment des 3000 plus grandes fortunes françaises, enfin quelque chose qui est... Ça, et l'absence de prise, et tout d'un coup, je me retrouve dans la position d'humilié. Et cette humiliation, elle m'a fait ouvrir les yeux de façon très très violente, ça a été atroce, ça m'a amené à une vraie désolidariation de beaucoup de choses, mais aussi elle m'a permis de me réhumaniser de façon extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai retrouvé, je suis sorti complètement de ces sphères de conformisation sociale dans laquelle j'ai été plongé, et je pense que je lui dois, malgré elle, et peut-être aussi grâce à elle, beaucoup dans cette capacité, par l'humiliation qu'elle m'a fait vivre, tout simplement, cette capacité à pouvoir être devant vous aujourd'hui, être super heureux de pouvoir vous parler, et de la même façon que quand j'étais à Saint-Nazaire la semaine dernière, à la Maison du Peuple,
qu'il y a des endroits socialement, parce que j'ai l'impression que là quand même on est sociologiquement relativement homogène malgré tout, hein, et je le regrette un peu, mais à Maison du Peuple par exemple, là c'était vraiment la base dure des Gilets jaunes, vraiment ceux qui ont vraiment connu dans leur chair, et c'était le bonheur de pouvoir échanger avec eux, et de me dire, nous qui avons été programmés pour soit nous opposer, nous piller mutuellement, nous détester ou tout simplement nous ignorer, il y avait un partage commun possible à nouveau, avec évidemment, enfin, on ne va pas faire la réconciliation des classes, etc. Mais je veux dire, à un moment, cette capacité à réhumaniser le rapport et à me dire, bah, je suis content de retrouver ce rapport, de la même façon qu'avec Maxime, Nicole, etc. On a construit quelque chose. Donc voilà, pour vous expliquer, en fait, mais il faut quand même beaucoup trop de variables, et beaucoup trop de hasard, et beaucoup trop de miracles successifs, pour arriver à rompre, pour en dépendre, quoi. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous soulever, parce que sinon, en fait, on n'y arrivera pas, quoi. Personnel, mais je crois que ce qui a sauvé Rouen de la corruption des élites qu'il a fréquentées et des classes sociales qu'il a fréquentées, c'est qu'il n'est pas doté d'un capital patrimonial important de par sa famille. Ah oui, je ne suis pas un bourgeois par ailleurs, mais ça c'est super important, j'ai rien, j'ai strictement rien. Donc à un moment, la peur de la perte, elle n'existe pas. Une fois que vous avez pu, au sens, évidemment, j'ai un capital symbolique, tout ce que vous voulez, mais j'ai aucun bien. Et ça joue énormément dans la capacité à la prise de risque. La liberté, en fait, que ça vous donne, le fait de... Si, justement, vous avez quelque chose de votre vie, et vous n'avez pas peur pour cette vie. Il y a du corps au diable de verre très costaud. Non, j'ai pas peur parce qu'elle trouve... Il y a des moments où elle est seule. Mais non, mais parce qu'elle trouve son sens dans ce qui se passe, quoi. Donc là où elle doit aller, elle ira. C'est pas... Et s'il se passe quelque chose, il y aura d'autres choses qui se passeront pour vous derrière, et c'est pas grave, quoi. À un moment, cette dépossession, elle est... Le transfert de ressources est intervenu. Enfin, j'espère que j'ai plus apporté au monde, mais je veux dire... Enfin, ça a un sens beaucoup plus fort que le fait de se préserver en tant que corps vivant. Mais c'est vrai que j'ai commencé à faire des cauchemars. On le connaît peut-être personnellement, personne interposée, mais c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, les gilets jaunes. Et vous, on voit donc de quel milieu vous venez, et vous êtes parmi les gilets jaunes. Comment est-ce que vous analysez qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène qui surgit, qui est nouveau, et comment vous expliquez aussi qu'aujourd'hui, les gilets jaunes n'avalent plus les couleurs qu'ils ont pu avaler avant? Mais c'est très simple, ce qui les sidère, c'est qu'on soit... Pourquoi votre caste, les jeunes de votre âge, qui normalement devaient prendre les rênes comme tout le monde s'y attendait, bah, ça ne marche pas? Mais parce que, enfin, moi je pense que tout ce que je décris produit quand même une médiocrisation très forte. Hein. Et moi c'est aussi, en parlant de choses qui m'ont envie de me désolidariser, c'est que j'avais quand même, pour le coup, parce que peut-être par éthique personnelle, beaucoup d'exigences dans le rapport à la culture, à la création, intellectuellement parlant, et je voyais qu'en fait, pour toutes ces personnes-là, c'était complètement insignifiant, et ça n'apportait pas de valeur ajoutée au sein de ces espaces-là, parce que ces gens-là restent entre eux dans le truc où finalement ça... Et donc ça me dégoûtait profondément. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont sidérés? Parce que pour la première fois, il y a des gens qui contournent les appareils de pouvoir qu'ils avaient patiemment constitués, achetés, etc., pour s'assurer que rien ne change. Les rachats des médias, etc. Et pourquoi vous arrivez à le contourner? Parce qu'à force de s'asservir, ils ont accepté de se déposséder de certains de leurs moyens de contrôle, et ces moyens de contrôle que l'on est en train d'utiliser massivement aujourd'hui, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Or, ces réseaux sociaux appartiennent à des puissances capitalistes qui sont à l'étranger et qui en ont strictement rien à foutre de Macron. Ce qui les intéresse, c'est le profit. Et si vous pouvez leur faire produire du profit en produisant une révolution, ils seront ravis. Mais ravis. Et donc, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui, à mettre des limites à cette révolution en cours en changeant leurs algorithmes. Par contre, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on est en dépendance
de puissance capitalistique pour nous émanciper, c'est quand même ultra paradoxal, super dangereux aussi. Pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, il peut intervenir un changement qui fera que l'on sera, un changement algorithmique, hein, tout simple, qui fera qu'à nouveau, les contenus partagés sur le groupe Gilets jaunes, etc., baisseront en termes de régularité. Pourquoi est-ce que les lives Facebook sont devenus si viraux? Vous pensez vraiment c'est parce qu'on s'est tous découvert un talent extraordinaire à se filmer avec des caméras et que c'est devient plus fait? Non, c'est parce que le live Facebook permet à Facebook de vous retenir sur son site internet, et du coup, qu'est-ce que fait Facebook? Ils mettent vachement en avant tous les produits de l'intérieur de Facebook, dont les lives, pour s'assurer que vous resterez sur la plateforme, que vous verrez plus de publicité, etc. Donc en gros, nous, on s'est engouffré dans cette brèche. On a eu cette... Mais c'est un miracle, c'est un hasard, c'est un truc qui ne va pas durer. Et il est très probable qu'à terme, d'une façon ou d'une autre, la chance qu'on a aussi, c'est qu'encore une fois, ils sont tellement médiocres au sein de nos élites qu'ils ne se rendent pas compte, en fait. Et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont tout intérêt à se battre, mais vraiment de façon extrêmement violente avec Facebook et compagnie, pour les pousser à changer cet algorithme et pour les peser de leur poids, quitte en les menaçant de créer des taxes, des je sais pas quoi, de façon à avoir un contrôle accru. Tant qu'ils ne seront pas dans ce rapport de force, on sera en position de favoriser, mais ça risque de ne pas durer. Ça risque de ne pas durer et il faut qu'on réfléchisse quand même à une façon de s'émanciper sans dépendre du diable, en gros, parce qu'on dépend de ceux de ceux contre qui on se bat, quoi. Donc voilà, cette émancipation, on a profité d'une fenêtre et d'un bug, en fait, d'un moment comme ça, un creux, dans lequel ils vont se réapproprier, ils vont trouver leur façon, hein, mais pour l'instant, on a cette avance sur eux, ça les sidère, ils ne savent pas comment réagir, et c'est pour ça qu'il faut foncer, à mon avis. Il faut vraiment y aller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et parce qu'il y a une usure sur les corps que produit ce mouvement qui risque à un moment de produire des effets plus importants que l'usure politique qui s'applique sur eux. Vous voyez bien la tentative avec le grand débat, mais surtout avec la parodie d'élections qui sont les élections européennes, d'essayer de vous faire adhérer à nouveau au système, de vous faire croire qu'à nouveau ce serait la solution. Et j'entends beaucoup d'anciens camarades de la France Insoumise qui m'engueulent parce que j'appelle à l'abstention, au vote blanc, ou en tout cas à la non-implication, au désengagement de ce processus électoral. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils font du mal au mouvement en détournant les énergies vers quelque chose qui ne changera rien, et ils le savent. Donc là, il y a quand même quelque chose de grave de leur part. Ils savent très bien que ces élections européennes ne changeront rien. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous poussent à s'engager sur une voie électorale alors que ce n'est pas par là que la bascule interviendra? Et c'est pour ça que j'ai appelé, encore une fois, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour lui, Mélenchon et Ruffin, à retirer leur liste, à démissionner de l'Assemblée, à appeler l'ensemble des forces qui les suivent, qui leur font confiance, à ne plus faire confiance dans ce système, à s'impliquer dans la rue, à provoquer cette bascule, et ensuite seulement, à reparticiper dans un système démocratique beaucoup plus sain, à faire porter des idées, et probablement avec beaucoup plus de chances de réussir à les imposer, parce que ces idées, je pense, sont partagées par une grande partie de la population, tout simplement. C'est vraiment une question importante. Et moi, je pense qu'en fait, le système a commis une erreur extraordinaire, c'est que ces personnes-là se sont tellement solidarisées de Macron, en fait, je pense qu'aujourd'hui, une bascule qui toucherait Macron toucherait l'ensemble du système. Alors, il y a un risque énorme, c'est que notre lutte soit récupérée. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise vraiment à la base. Parce que qu'est-ce qui nous permettra de résister au pouvoir factieux qui essaiera de récupérer la mise derrière, que ce soit des fascistes, des opportunistes, etc. Ce sera le fait que ce soit nous qui ayons provoqué cette révolution et pas tel ou tel leader ou tel ou tel. Et c'est pour ça la puissance de l'intuition des gens comme Maxime Nicole, comme Eric Drouet, comme Priscilla Lidowski, etc., de se refuser de se constituer un leader, parce qu'ils savent très bien que la seule façon de vraiment provoquer un changement qui permettra de faire contrepoids à ces puissances de l'argent qui sont immenses, c'est par une implication de chacun d'entre nous, c'est parce que ce sera nous qui aurons provoqué cette bascule en faisant tomber des préfectures, etc., mais qui derrière resteront attentifs à ce qu'il n'y ait pas de récupération, et c'est pour ça qu'il y a la deuxième voie qui est super importante en parallèle, c'est qu'il faut qu'on s'y prépare. Et c'est qu'il faut qu'on continue avec des ateliers constituants, RIC, etc. Il faut qu'on se prépare à cet exercice de pouvoir. Et donc la formation intense que beaucoup d'entre vous, de façon accélérée, est en train de suivre, en train de vous nourrir d'informations sur comment fonctionnent des personnes
pour certains d'entre vous, peut-être vous n'étiez jamais intéressés fondamentalement au fonctionnement du système politique, économique, etc. Ce moment d'accélération de la formation et de la pensée est essentiel parce que demain, vous serez les contrepoints aux dérives qui nécessairement touchent tout système humain et qui risqueraient de s'intervenir de façon encore plus brutale si on rentrait dans une phase révolutionnaire. Excusez-moi. Déjà, félicitations pour tout ce que vous faites. Et donc, c'était pour réagir à ce que vous dites. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des barrages qui sont en train de se vendre. Il y a un peu tout en train de se vendre. Les énergies et plein de choses. Bientôt les hôpitaux, peut-être bientôt la justice. Et je pense que ce poids économique et libéral économique, c'est quand même quelque chose qui s'influe beaucoup. Et est-ce que vous pensez qu'il serait possible de créer juridiquement une société anonyme française détenue par les Français pour arriver que... Ça s'appelle l'État, oui. On a inventé ça quelque part au XVIe siècle dans ce but-là, justement. Et on l'a nourri depuis. Et alors d'abord on s'est appuyé sur des aristocrates, des seigneurs, nanana, puis après on a commencé à le concentrer vers Versailles. Et puis après, à partir de cette concentration de Versailles, on l'a fait basculer avec un truc qui s'appelle 1789 pour se réapproprier collectivement. Et je pense qu'il faut qu'on reste sur un modèle de cet ordre-là, qui par contre se combinerait par ailleurs à une organisation communale beaucoup plus importante, où on aurait en gros un État chargé de gérer les ressources, toutes les ressources, exactement les ressources qu'ils veulent privatiser. C'est-à-dire l'État n'est censé servir qu'à gérer ce qu'ils veulent enlever de l'État, et que ça. Et pour le reste, commencer à s'organiser à des échelles plus locales pour assurer une transition écologique, etc. Parce que bon, le nucléaire, on aura toujours à le gérer pour les 150 ans à venir, donc on aura toujours besoin de formes d'organisation qui dépassent l'échelle de la commune pour essayer, parce que malheureusement, on a ce lex des politiques passées qui fera qu'on ne pourra pas s'en débarrasser rapidement. C'est ce que Marx appelait le communisme, non? Pas exactement pareil. Un grand merci à la maison d'édition de Gobert pour le travail vraiment, merci, ça fait du bien à la région. Vous voyez bien que c'est pas un hasard que ce soit une maison nîmoise, enfin camarguaise, qui ait publié ce texte. À Paris. Non mais vous voyez en fait, et le fait que derrière à Paris aucun média national n'en ait parlé, alors que c'est en tête des ventes, hein, c'est un truc délirant. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu un best-seller politique ou un essai qui n'est pas un article ou une reprise radio? Ça n'existe pas. Donc en fait ce qui est génial avec cet objet, c'est qu'il démontre le propos du livre. Et ça va pas tarder, hein, on va commencer à se prendre des bulles puantes, etc. Ils vont essayer de récupérer le truc, mais les 15 jours qui viennent de passer démontrent en fait que c'est pas une vision délirante, paranoïaque, enfin c'est... Il nous le montre en fait. Sur votre rapport avec la France insoumise, donc vous avez fait partie quand même des Verts il y a quelques années. Vous avez pu voir quand même qu'un système, enfin un parti qui dit même de gauche, tant qu'il fait partie du système et qui utilise les mêmes instruments de pouvoir, donc est caduque, ça ne sert à rien à part maintenir le statu quo comme vous l'avez soulevé. Donc pourquoi avoir cru spécialement en la France insoumise, en la personne qui l'incarne comme Mélenchon. Déjà, qu'est-ce qui a pu vous faire croire que ce parti aurait pu changer quelque chose alors que donc, ce monsieur a fait partie déjà du ministère dans notre gouvernement et fait partie du système depuis très longtemps. Et une autre question qui a adressé plutôt à la salle, est-ce que combien de personnes ont manifesté avec les Gilets jaunes dans cette pièce, s'il vous plaît? Quand même. J'ai une maman surprise. Ok, d'accord. Le reste samedi prochain. Sur Mélenchon, parce que j'ai... La déprise est progressive. Hein. C'est-à-dire que, et là encore, c'est pour ça que j'essaie de jamais... je m'intéresse assez peu aux êtres humains en tant que cible, mais j'essaie vraiment de systématiser mon propos, parce que moi-même j'ai vécu plusieurs phases dans ma vie, en fait, d'adhésion au système et de désadhésion successives qui ne sont pas complètes, qui ont été variables. Et à un moment, j'ai cru, parce qu'il n'y avait pas les gilets jaunes dans la rue, parce qu'il y avait, comme on sentait tous, une aporie complète politiquement parlant,
je me suis dit, bah, tiens, peut-être que là, il y a une chance historique, dans ce moment d'effondrement systémique, qui était les élections de 2017, il y a une chance historique que quelque chose puisse se passer qui fera qu'évidemment on n'arrivera pas à un système idéal, et je pense qu'aujourd'hui ce que portent les Gilets jaunes est beaucoup plus ambitieux que ce portait la France Insoumise à l'époque, et c'est beaucoup plus heureux si c'est par les Gilets jaunes qu'on y arrive. Mais je me disais, il y a quand même un moindre mal qui est quand même porteur quelque part d'espoir, parce qu'il y a la promesse de la constituante, il y a la promesse d'un certain nombre d'éléments. Et moi, Mélenchon, je l'avais rencontré en mars 2016, et pendant des mois, il m'avait demandé si je voulais m'engager, parce qu'en fait, je voyais bien, il voulait absorber le capital symbolique de Wikileaks. Moi, j'avais connu ça déjà en 2012 avec Adopi, j'ai été une des figures de la lutte contre Adopi, j'avais bien vu comment le PS avait essayé de me bouffer alors que j'avais 22 ans, il m'avait complètement détruit en fait tout notre combat en essayant d'absorber le capital de légitimité qu'on leur apportait. Donc je voyais bien le truc, donc j'ai beaucoup résisté. Et à un moment, quand j'ai vu que Valls était le favori pour les primaires socialistes, que Fillon avait gagné les primaires, que Macron était à 10% déjà, je me suis dit, merde, enfin, j'ai quand même cette chance d'avoir accès à quelqu'un qui est en position d'empêcher que l'un de ceux-là arrive au pouvoir. J'ai ce privilège extraordinaire d'avoir un lien direct potentiel avec lui parce qu'il peut me faire confiance. Je me suis dit, bon bah pourquoi pas quoi. Et j'ai rencontré, on a parlé pendant 5 heures, il m'a fait un testing politique massif, bref. Et j'ai senti quelqu'un en fait de très très humain, ce qui est assez rare hein, dans ces espaces-là, probablement trop humain, ce qui explique les ruptures violentes qui interviennent en lui de façon récurrente, beaucoup trop sensible pour être dans ces rapports de pouvoir. Mais du coup je me suis dit, ok, quoi qu'il arrive, il ne trahira pas comme les autres l'ont fait, c'est ce que j'ai cru. Et donc je me suis dit, il faut quand même que je ne peux pas me déresponsabiliser, donc j'ai essayé, j'ai cru, et en fait, et l'origine de ce truc, c'était vraiment de sentir ce qu'était Macron, en fait, quoi, de sentir ce qu'étaient les autres, et de dire, je ne peux pas laisser passer ça, c'est beaucoup trop violent. Avec Mélenchon, je le connaissais moins, je me disais, bon, il faut faire barrage. Donc il y avait un truc, dès le départ, de compréhension tellement forte du système qu'il fallait trouver Et encore une fois, je ne pouvais pas aller foutre des bombes, il n'y avait pas 300 000 personnes dans les rues, il n'y avait pas... Donc c'était ma façon à moi, à l'époque, du moindre mal, quoi. Sauf que voilà, c'est pas arrivé, et on se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, et je pense que là, il faut dépasser cette hypothèse de l'homme providentiel qui en 2022 nous sauvera. Je pense vraiment qu'il faut au contraire l'appeler, et franchement, je crois en sa sincérité, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout de la logique dans ce cas-là. Et il faut qu'il aille jusqu'au bout de la logique, et s'il est vraiment sincère dans son appui aux Gilets jaunes et compagnie, il sait ce qu'il a à faire. Et j'espère vraiment qu'il le fera, quoi. Et j'espère vraiment qu'il le fera parce que si ces gens-là se désengagent du système, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à reprendre et à absorber le capital symbolique des Gilets jaunes pour mener leur lutte, vous voyez la différence en fait entre une déprise et le fait de faire des films et des livres dessus pour essayer de... Enfin, c'est pas pareil. Je pense que ça peut amener à quelque chose de très 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 fort. Donc voilà. C'est en gros ma généalogie personnelle. Peut-être, je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir des choses très importantes et d'être allé au bout peut-être de cette logique partisane à laquelle, encore une fois, dans laquelle j'étais programmé pour m'inscrire. Moi, j'ai une question. Je me rappelle en 1989, on célébrait les 200 ans de la Révolution, il y avait une question philosophique qui disait « Est-ce que toi, personnellement, tu aurais voté pour la mort de Louis XVI ?» Et donc, on a eu des discussions qui ont duré assez longtemps pour se dire, tiens, finalement, c'était quoi la Révolution française d'abord? Et en fait, on s'est aperçu que c'était ultra violent. Et là, on s'est dit, on est français, on fait partie d'un peuple qui a une culture de la violence, la Commune, avant l'insurrection de 48, il y a eu les 2 guerres mondiales qui nous ont été vraiment aussi une grosse violence dans notre société. Il y a eu mai 68, il y a eu toutes les terroristes qu'il y a eu à l'époque sur Action Directe, les Brigades Rouges de la RAF. Et là, on se disait, mais tout ce qui s'est semé là depuis 40 ans, là, toute cette déliquescence de notre société, est-ce que finalement, on ne serait pas trompé quelque part et de se dire qu'on a été tous aveugles, on a tous été faisant partie de ce système, on a tous prôné la non-violence. Et est-ce qu'on ne s'est pas trompé, quoi? Est-ce que ça ne va pas déboucher? Parce que là, pour l'instant, ça ne va pas déboucher encore sur quelque chose. Et je me demande si c'est peut-être pas... Je me pose la question. Je vois les Bretons qui cassent tout. Dès qu'il y a une manif, ils cassent tout. Là, il y a 2 jours encore, ils ont trouvé une cache d'armes. Je ne
je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est peut-être pas par hasard. Il y a Macron qui vient de donner aujourd'hui l'autorisation de donner la langue corse comme langue obligatoire au lycée jusqu'au terminal. Si, ça va être enseigné dans tous les lycées de Corse maintenant. Donc il est en train de donner, il est en train de lâcher là au niveau des Corses. Est-ce que la violence, ma question c'est ça, est-ce que la violence, ça ne serait pas une des solutions? Moi, je crois fondamentalement qu'il ne faut pas toucher au corps, parce que sinon on commence à leur ressembler. Si on s'attaque au corps, on nie ce pourquoi on est en train de se battre, et je pense que c'était la grande dérive de l'extrême gauche dans les années 60 et 70, c'est de ne pas avoir compris qu'il y avait une limite à établir dans le rapport de violence, et qu'il ne faut jamais être en proposition du rapport de violence. Enfin, il se trouve que là, pour le coup, ce gouvernement est en proposition de violence depuis 4 mois, et de façon extrêmement sévère et toujours plus sévère. Et donc, à propos de là, c'est quel est le suivi qu'on donne à... La question que vous êtes posée sur 1789 et le vote de la mort du roi, je me la suis posée en montrant à des étudiants américains, quand j'étais à Yale, le film L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville sur la résistance. Et la question que pose ce film, c'est, en tout cas, l'évolution que provoque, à mon avis, chez beaucoup de spectateurs dans ce film, c'est est-ce que vous auriez été vraiment résistant? Et nous, on est tous convaincus dans notre romantisme révolutionnaire qu'on aurait été résistant, en tout cas, une partie d'entre nous le serait. Vous voyez ce film, c'est très très difficile de vous dire oui, bien sûr. Franchement, et donc cette question il y a 2 questions en même temps, la capacité d'engagement, c'est-à-dire de prise de risque, et aussi la laideur consubstantielle à tout processus de résistance, à tout processus révolutionnaire, à tout processus de rupture. Évidemment qu'il y aura de la laideur. Évidemment qu'il y a de la laideur quand vous êtes obligé de renverser un système. Évidemment, il faut essayer de la limiter, mais nécessairement, dès le moment que vous laissez quelque part un rapport de résistance à l'existence se mettre en place, évidemment, vous êtes obligé vous-même de produire des effets de pouvoir. Et ces effets de pouvoir, ils ne seront pas, ce ne sera pas tout rose, etc. Mais je pense qu'à un moment, la dynamique humaine amène à mesurer les pour et les contre et à se dire, mais là, on a un point de rupture de toute façon. Il y a trop de laideur dans le monde existant, et il va falloir renverser ça. Et si ça produit un peu de laideur, peut-être, mais on est convaincu que cette laideur que l'on produira sera de gravité et d'intensité moindre à celle que produit aujourd'hui l'existence. Si, en vous interrogeant de cette façon, vous dites que c'est le cas, il faut y aller. Il faut y aller, encore une fois. On a la chance, je pense, aujourd'hui, de pouvoir renverser un pouvoir sans s'attaquer au corps, c'est-à-dire en s'attaquant à des lieux, des préfectures, etc. C'est ma recommandation. Je pense vraiment qu'il faut rester sur des ordres de direction de cet ordre-là. Et je pense que ça suffira, c'est ce que ces gens, c'est le dernier point. Nos élites politiques ont quand même été issues, pour une grande partie, de la résistance pendant 30 à 40 ans. Et donc même les plus pourris comme Pasqua, avec quelque part un rapport à la mort et un rapport à la dignité que produit le fait, et du coup probablement à la fidélité qui produit de la corruption, très bien. Mais il y avait quand même un rapport au corps, un rapport à l'État et un rapport à la mort qui faisait que quelque part il y avait un service pour l'autre qui existait. Aujourd'hui, on est face à des classes sociales qui sont devenues dominantes dans notre pays sans aucune forme de sacrifice ou de mise en danger. Et c'est peut-être ce que moi m'a apporté Wikileaks. C'est un moment de me dire, mais en fait, pour m'engager auprès de Wikileaks, j'ai compris qu'à un moment, je devais mettre en jeu ma vie, et ça m'a permis de comprendre à quel point la distance, en fait, ça crée une distance très forte avec les personnes auxquelles je suis confronté. Et moi, je pense que cette distance-là, elle est en train d'être créée aujourd'hui au sein des mobilisations tous les samedis chez les Gilets jaunes, parce que vous êtes en train de prendre des risques extraordinaires en vous confrontant à cet appareil policier, et pourtant vous le faites. Et plus vous le faites, plus vous creusez une distance face à ces personnes-là qui, eux, avaient prépositionné des hélicoptères près d'Élysée dans le cas où ça tournerait mal à l'acte 3. Et vous voyez cette distance énorme entre des personnes qui étaient prêtes à se faire tirer dessus pour changer la politique de notre pays, et des personnes qui voyaient que dès le moment qu'il y aurait une menace réelle sur leur corps, sur leurs intérêts, étaient prêtes à s'esquiver et à partir immédiatement. Et bien cette force, elle est immense, et elle est entre vos mains. C'est pas seulement la masse, c'est quelque chose tout simplement qui s'appelle le courage, et ce courage, il se nourrit, il est en train de se construire, et je pense qu'à terme, il va provoquer une bascule qui n'aura pas à passer justement par ces laideurs que vous décrivez, et qui nous permettra, par la simple force de la peur que l'on va produire en ces gens, d'une peur saine et nécessaire, de changer ce pays. Oui. Je propose les 2 dernières questions parce que faut quand même l'économiser un petit peu. Ouais, on a des gens qui servent longtemps. Donc voilà, il y en a 2 et après ça.
Oui, donc ça, je voudrais rebondir un peu sur la résistance. C'est pas tout à fait ce que je voulais, la question qui m'interpellait au début, enfin, je voulais vous poser. Mais ça me pose question parce qu'on parle de descendre dans la rue, et ça, je suis tout à fait favorable à ça. Mais je pense qu'on a aussi une autre forme de résistance à avoir. C'est par rapport à notre consommation, parce qu'on parle de l'oligarchie, on les nourrit quand même. Et grandement, alors je ne veux pas passer au boycott directement, parce que je crois qu'on n'a pas trop le droit de le faire, mais en tout cas avoir une réflexion un peu sur ce que nous consommons, comment nous faisons. Parce qu'on ne pourra pas changer les choses si nous, on ne se change pas nous-mêmes individuellement, si on n'a pas, à mon sens, une réflexion sur ce que l'on veut comme nouveau monde, quoi. Parce que ce n'est pas les politiques qui vont changer quelque chose, si même on vote pour Mélenchon, j'ai rien contre lui ou n'importe qui, c'est pas eux qui vont articuler ou faire un changement. On habite à Avignon, enfin, c'est une des régions les plus pauvres, enfin une ville des plus pauvres de la région PACA. Nîmes, c'est pas mal non plus. Je crois qu'on est à peu près équivalent sur à peu près le niveau de pauvreté. Et en même temps, on continue encore à acheter des tas de conneries qui ne font pas du bien, quoi. Donc je me demandais si on pouvait parler de ces choses. En fait, on n'est pas en position aujourd'hui de faire basculer un pouvoir par le boycott, parce qu'il y a trop de choses à boycotter. En même temps, on peut essayer. Par contre, il y a, évidemment, ce mouvement s'accompagne d'une sensibilisation énorme à l'échelle de la société sur les défaillances, parce qu'encore une fois, on se rend compte qu'on est massivement en désaccord avec la situation à laquelle on est arrivé, massivement en souffrance par rapport à la façon que l'on a de vivre aujourd'hui, et du coup ça crée du dialogue, de la discussion, et ça crée surtout une curiosité pour comprendre pourquoi. Et à partir de là, évidemment, un éveil des consciences et un changement de comportement, mais donc du coup c'est combinatoire. Vous avez un effet de long terme, en effet, qui est celui que vous décrivez, un effet de court terme qui est voilà, provoquer des bascules politiques, parce que je pense que l'effet de conscientisation, je pense qu'on y est arrivé, hein. Je pense que majoritairement dans notre société, on comprend que ça ne va pas. La prise de conscience écologique qui était peut-être la dernière qui devait intervenir, là je pense qu'elle s'est généralisée de façon assez massive. Maintenant il faut passer à l'action tout simplement. Et on a la chance, et je voudrais dire, il y a des sociétés dans le monde qui sont tellement asservies qu'il n'y a pas de lieu de pouvoir à faire basculer. Et où la bascule des lieux de pouvoir ne change rien. Parce que vous avez derrière un autre pouvoir qui s'installe, etc. Moi je suis parti enquêter au Centrafrique, au Nord Kivu, etc. C'est exactement ça. Vous remplacez l'un pour l'autre, vous créez une guérilla, et celui d'après est tout aussi asservi. On a la chance de vivre dans la 6e puissance mondiale, donc avoir une grande autonomie dans notre capacité par rapport aux grandes puissances économiques extérieures, économie potentielle, à laquelle nos dirigeants ont renoncé par confort, mais qu'on peut se ressaisir, et on peut du coup, en ciblant des lieux précis, des lieux de pouvoir, provoquer une vraie transformation de la société. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la plupart des pays du monde. Donc on a ce privilège extraordinaire. Vous demandiez pourquoi est-ce qu'en France arrive ce qui n'arrive pas ailleurs. Probablement parce que quelque part on a conscience qu'on est encore maître de nos destins en partie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays dans lesquels on sait bien en fait qu'il n'y a plus rien à faire et que même un Sankara aujourd'hui au Burkina ne pourrait pas être Sankara. Je ne vous parle même pas de se faire assassiner. Je veux dire, même juste, enfin, personne n'y croirait, il n'aurait pas de capacité à faire quoi que ce soit une fois arrivé au pouvoir, parce que le pouvoir est tellement décomposé dans ce pays-là, dans ces pays-là, qu'il n'y a plus de centre. En France, il y a encore des centres. Ça appelle à Paris, vous connaissez, en province, vous savez ce que c'est, encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, et à partir de ces centres, on peut faire basculer le reste de l'existence. Il y a eu une carte du lieu de pouvoir à Paris, dans le monde diplôme, il y a un mois. Tu l'as fait beaucoup. Et aller vers les AMAP, c'est une autre façon de résister. Tout à l'heure, j'ai entendu le plan des Gilets jaunes avait probablement sauvé des vies, entre guillemets, par rapport à des personnes qui sont... Non, mais littéralement, hein, ça a empêché des suicides, ça a empêché, c'est pas entre guillemets. Oui. Et moi, il y a quelque chose qui me trouble aussi depuis quelque temps. Je suis un collectif de policiers. Je sais que c'est un sujet épineux. Et il y a 22 suicides depuis le début de l'année. Pourquoi on le met et je pense que ça pose question. Mais pourquoi est-ce que c'est pas une question épineuse? Parce que le pouvoir politique, pour ne pas apporter de réponse à des demandes d'un mouvement social qui était ultra majoritaire dans la population, qui était quand même à 85% de consentement au début des Gilets jaunes, a décidé d'envoyer la police l'étouffer. Donc évidemment, ça produit de la violence.
c'est pas le fruit de l'appareil policier en tant que tel, c'est l'instrumentalisation de l'appareil policier par un pouvoir politique à des fins justement politiques. C'est parce qu'on a mis entre le peuple et ses gouvernements et ses gouvernants la police. Donc évidemment que ça provoque de la violence et de la casse, évidemment que cette violence d'abord vient de l'appareil policier qui est obligé d'obéir à ces ordres-là, parce qu'ils sont rentrés dans ce système en croyant à ce système, parce qu'ils pensent, faisant cela, servir le bien commun, pour une majorité d'entre eux en tout cas, et de la part des populations, derrière, ça provoque une réaction. Ça provoque une réaction, et ça provoque une violence à l'égard des policiers. Je ne les mets pas en équivalence, hein, parce que la violence policière était bien plus forte que la violence des Gilets jaunes contre les policiers. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi cette violence est née, et d'où elle est née, pour comprendre que la question est avant tout politique. Les questions techniques de s'il faut interdire le LBD ou je sais pas quoi, c'est évidemment des questions importantes, mais qui ne se traitent pas à l'échelle politique. Elles se traitent à l'échelle des techniques de maintien de l'ordre, c'est des débats de spécialistes qui sont pas... On ne réglera pas. Et donc pourquoi est-ce que, évidemment, les médias, au bout d'un mois et demi, ont fini par se saisir de la question? Parce que c'était la meilleure façon de dépolitiser la situation, alors qu'on était face à une crise politique, une crise de légitimité majeure, où un régime était en train de s'effondrer. Ils se sont dit, on va dévier le tir. On dévie le tir sur quoi? Sur la violence policière, en prétendant c'est une question de LBD, etc. Alors que la question était beaucoup plus fondamentale. C'était qu'on avait une masse de personnes qui voulaient un changement radical dans le système, et on avait un pouvoir qui refusait de concéder à leur demande et qui était obligé d'utiliser la force contre eux pour se maintenir, et qui refusait d'entamer un dialogue. Et donc quand vous rajoutez à ça la violence symbolique qui a été le grand débat, avec des meetings de propagande financés par l'État pendant 3 mois, où il y a une disqualification complète des Gilets jaunes. On nie leur existence, au point où Emmanuel Macron, dans son débat avec des intellectuels, a fini par le dire, ces gens-là ne savent pas pourquoi ils manifestent. Vous imaginez qu'on en arrive à dire ça après 4 mois de mobilisation? Ces gens-là ne savent pas pourquoi ils manifestent. Cette violence verbale, physique, etc., doit provoquer une réaction, mais de résilience, parce que si on accepte de vivre dans cet étouffoir, on accepte de ne pas vivre entièrement. On accepte de s'aborder une partie de notre vie au profit de ces personnes-là, et je considère, je pense très rationnellement, qu'il n'y a aucune raison de leur concéder ça aujourd'hui. Écoutez, on va s'arrêter là parce que même s'il y a encore des questions, il faudra liser le livre, faites des réunions pour ensemble pour y répondre. Voilà. Bon, on est très... Merci à Annie, merci à Juan et merci au diable de reprendre les dates. Vous êtes fatigué, je tiens vraiment à faire un beau portrait de vous, j'en ai fait un de M. Ruffin, je voulais en faire un de vous, vraiment j'y tiens. Est-ce que vous êtes hébergé sur l'île? Est-ce que je peux... J'ai besoin vraiment de 5 minutes en fait, est-ce que je peux faire ça maintenant?